Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui notre invité c'est Éric Dupond-Moretti qui va nous raconter son parcours d'avocat. Comment vous choisissez vos clients là? Vous me disiez parfois il y a des gens riches, parfois des gens qui n'ont pas d'argent, je plaide gratuitement. Je peux défendre un islamiste radical, sauf s'il me demande de dire que l'islamisme radical c'est formidable. Votre pire journée en tant que ministre, c'est l'évasion de Mohamed Amra. Il y a des agents pénitentiaires qui ont été tués à un péage pour l'évasion. Je découvre sur un bandeau de chaîne d'info continue ce drame absolu. Et ça n'est pas terminé ce jour-là parce que on va filer immédiatement pour rencontrer les familles de ceux qui ont été tués. C'est le jour le plus dur, le plus noir de ma vie de ministre. C'est très douloureux ça. Ouais. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui notre invité c'est Éric Dupond-Moretti qui va nous raconter son parcours d'avocat, d'avocat au complet, c'est-à-dire entre les gens qu'il a défendus, qui étaient des gentilles personnes, et d'autre part, il va nous raconter comment il a fait ses choix de parfois même défendre des frères de terroristes. Il va nous raconter tout son parcours, ce qui lui a donné envie de faire ce métier aussi. Et ensuite, le métier de ministre de la Justice, de garde des Sceaux, lorsque le président lui a proposé de devenir ministre de la Justice. Il va nous raconter donc l'ensemble de son parcours, chose qu'il n'a jamais raconté. On va lui poser toutes les questions aujourd'hui sur Légende. Juste avant, je voulais remercier notre partenaire sur cette vidéo. C'est Aiko, c'est une entreprise spécialisée dans la communication et le marketing pour les enseignes de la grande distribution et les marques du quotidien. Il y a quelques temps, on a reçu Richard Caillat et Didier Chabassieux. C'est les dirigeants d'Aiko. Ils travaillent ensemble depuis 35 ans. Ils sont venus nous raconter leur parcours, les difficultés, puis les choix aussi qu'ils ont dû faire dans leur carrière pour réussir dans ce business. Ils ont partagé toutes les techniques marketing pour nous inciter à acheter un produit plutôt qu'un autre. On a parlé du parcours, par exemple, du consommateur dans les supermarchés. Ils nous ont révélé aussi tous les secrets des jeux concours organisés dans les grands magasins. Vous en avez peut-être déjà vu. Ils nous ont partagé leur expérience, leur réussite, mais aussi leurs échecs, comme la fois où ils ont failli faire gagner une voiture à 6 millions de personnes à cause d'un problème technique. On a aussi parlé de l'avenir du marketing avec l'arrivée de l'IA. Plein de sujets hyper intéressants. Alors, si vous n'avez pas encore vu l'émission avec les dirigeants de Aiko, le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Voilà, merci à eux d'être le sponsor de cette vidéo et de nous suivre. Abonnez-vous à notre chaîne juste avant que ça commence, si vous voulez bien, en 2 secondes sur notre chaîne YouTube. Vous êtes environ 150 000 à vous abonner chaque mois et ça nous aide beaucoup pour avoir des invités exceptionnels comme Éric Dupond-Moretti aujourd'hui. Et en podcast audio, vous pouvez nous suivre sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Vous pouvez nous suivre en version audio quand vous êtes sur la route, au boulot, dans le lit. Vous pouvez écouter en version sonore directement, donc en podcast. Vous pouvez nous mettre d'ailleurs 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Et puis merci de faire de Légende le premier podcast de France. Et juste avant que ça commence, je vous rappelle qu'on part en tournée pour le Légende Tour. On a réservé des grandes salles, les 16 plus grandes salles dans les 16 plus grandes villes. On va faire 18 dates au total à partir du 7 octobre 2026. On va mettre une scène centrale et des invités qui ont marqué la chaîne, comme Philippe Boxall, médecin légiste, un astrophysicien, un pilote d'hélicoptère Tigre de combat. Julien sera là avec nous et il y aura Franck Dubosc sur certaines dates, etc. Il y aura d'autres invités chaque jour en surprise. On va en annoncer de plus en plus au fur et à mesure que la date arrive. Vous pouvez prendre vos places sur légende-tour.fr. Tout ce qui va se passer en salle restera en salle. Il n'y aura pas d'appareil photo possible ni de téléphone dans la salle. Vous comprendrez pourquoi le jour J. En tout cas, n'hésitez pas à prendre vos places rapidement. On est quasiment complet sur toutes les dates. Il reste encore, je sais, on va passer à Montpellier si vous voulez venir nous voir à Montpellier, à Strasbourg, à Nice aussi. Voilà, on va passer à Dijon, à Chambéry, dans plein de villes. Je vous mettrai donc toutes les dates qui s'affichent là et dans la description si vous voulez aller les prendre. Et c'est parti avec Éric Dupond-Moretti sur Légende. On y va. Eh bien, si je suis venu sur le plateau de Légende, c'est d'abord parce qu'on m'y a invité. Et parce que c'est une émission temps long. Et moi, je trouve que beaucoup d'émissions s'inscrivent dans un temps trop court. On n'a pas le temps de développer les choses. Vous avez remarqué comme notre époque manque de nuances. Donc, quand on a du temps devant soi, on peut nuancer les choses. Voilà. Bienvenue, Monsieur Dupond-Moretti. Content de vous recevoir. Effectivement, c'est un sujet, la nuance. Je vous ai entendu dire ça dans un podcast canadien. On embrasse les amis canadiens. Oui. Et je vous ai vu parler de ça. Vous dites, tiens, c'est tout blanc. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Tout est gris. C'est vrai que c'est une expression que j'utilise souvent aussi. On a de moins en moins tendance à avoir de débats, mais de plus en plus de clash partout. Et c'est important de pouvoir expliquer les choses, de pouvoir parfois expliquer les erreurs, expliquer les succès. On fait tous des choix et parfois on en fait des plus ou moins bons. Et c'est intéressant. Vous regardez ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux, justement, quand vous faites des interviews? Bon, si je vous dis que non, vous n'allez pas me croire et vous aurez raison, forcément. Oui, je regarde, bien sûr. Ça peut parfois m'affecter, d'ailleurs, quand c'est... Encore aujourd'hui? Oui, c'est jamais très agréable d'être âprement critiqué. Après, ça dépend le dosage de la critique. Il y a des choses qui sont insupportables, parce qu'elles sont injustes.
Puis il y a des choses que l'on accepte parce qu'elles sont vraies. On peut ne pas être d'accord. Hein. Dans une démocratie, c'est bien même... Principe. Le principe est la moindre des choses, ouais. Quand vous dites injuste, c'est quoi des trucs injustes, ça veut dire quoi? Ben, quand on dresse de vous un procès, un portrait, devrais-je dire, qui est une caricature, qui est loin de la réalité, que vous n'avez pas la possibilité de vous défendre, c'est compliqué. On vous appelle acquittator, j'ai Ouais. vu. Acquitté, acquittator. Ouais. Pourquoi on vous appelle acquittator? Parce que j'ai été l'avocat de pas mal de gens qui ont été acquittés, je pense que c'est ça la raison. Hein. Et pourquoi? Comment vous faites? Ben, comment je fais? J'ai fait mon métier, c'est pas très compliqué. Moi, j'étais passionné par mon métier, je me suis totalement investi dans ce métier-là. Comme d'ailleurs, je me suis totalement investi dans ma vie ministérielle. Comme je m'investis totalement quand je suis sur scène, parce qu'en réalité, j'ai la chance absolument inouïe d'être passionné par ce que je fais. Bon. Donc mon métier d'avocat, je l'ai fait passionnément. Et j'ai travaillé mes dossiers, parce que le talent que l'on peut vous prêter, s'il existe, n'est pas suffisant pour faire de vous un bon journaliste, un bon boulanger ou un bon avocat. C'est beaucoup de boulot. Faut bosser, ouais, bien sûr. Bien sûr. Vous en pensez quoi d'un surnom comme ça? Ça vous fait marrer? Ouais, c'est mieux acquittator que perdator, hein, vous me l'accorderez. Et en même temps, il faut se méfier de ces choses, parce que il y a des gens qui vont vous désigner, enfin qui me désignaient autrefois quand j'étais avocat, et qui avaient le sentiment que parce qu'ils avaient désigné acquittator, ils allaient forcément être acquittés. Et là, on rentre dans une... C'est pas magicien non plus, c'est ça? Ouais, c'est ça. On rentre dans une simplification qui est terrifiante pour l'avocat, parce que l'avocat, il est tenu à une obligation de moyens. Il doit tout mettre en œuvre pour. Mais il n'est pas tenu à une obligation de résultat, parce que la justice reste, par bien des côtés, aléatoire. On en reparlera après, mais un médecin doit soigner tout le monde pareil, même si c'est Ouais. parfois des gens pas gentils. Ouais. Est-ce que vous, c'est un peu pareil, le Bah métier oui, exactement, d'avocat? oui. Même si parfois, intérieurement, vous ne seriez pas ami avec cette personne. Oui, bien sûr. Oui, c'est exactement l'analogie qui convient. C'est la même bien chose? sûr. Est-ce que vous imaginez un médecin ne pas traiter un type qui a une cirrhose du foie parce qu'il aurait bu toute sa vie? Pas le médecin, le patient. Hein. C'est pas possible d'envisager ça. Bah voilà, l'avocat, c'est exactement la même chose. Ou alors, il faut changer de métier. Si vous ne vous sentez pas de défendre des gens, il faut partir en courant puis aller faire autre chose. Et parfois, quand vous allez défendre quelqu'un qui a fait quelque chose de très mal, du terrorisme, Ouais. des meurtres, etc., c'est intéressant pour le boulot d'avocat. Dans quel sens? Parce que ça va être plus difficile, parce que ça va... C'est quoi qui vous anime? La flamme? Ça, c'est un peu le défi qu'on se lance à soi-même. Il y a un peu de ça. Si je vous dis que c'est pas vrai, là encore, je vous mens, puis j'ai pas Merci. très envie de vous mentir. On verra tout à l'heure, au gré des questions que vous allez me poser. Oui, bien sûr, il y a ça chez l'avocat, une forme de compétition contre certains événements, contre soi-même. Bon. Quand je défends un terroriste, je veux dire, bien sûr que je n'épouse pas sa cause, je ne défends pas sa cause. Un avocat ne défend pas une cause. Ou alors il est un militant, il n'est pas un avocat. Il doit y avoir des avocats militants. Oui, d'ailleurs. sans doute, il y en a, bien sûr. Oui. Le sans doute est trop. Il y en a, oui. Mais lorsque vous défendez un type qui est un islamiste radical, vous le faites aussi pour rappeler que ce qui distingue la civilisation de la barbarie, c'est la règle de droit. Et que la règle de droit, elle impose qu'un type soit défendu par un avocat. Chez les islamistes radicaux, il n'y a pas de procès. Il n'y a pas d'avocat, il y a des exécutions sommaires. Nous avons choisi un autre mode de vie, une autre civilisation, et il est important que toutes nos règles judiciaires s'appliquent. C'est difficile quand même, parfois, Ah bah oui. psychologiquement, de se lever et de se dire « Attends, je vais aller défendre... D'abord, quand vous vous levez, inutile de vous dire que vous n'êtes pas attendu. Hein. Bon, on n'a qu'une envie, c'est d'assimiler l'avocat à son client. D'ailleurs, il y a un phénomène, au fond, injuste, de contamination, parce que quand vous défendez un salaud, aux yeux de l'opinion publique, vous êtes un salaud. Il y a une association d'images. Bien sûr, et quand vous défendez un innocent aux yeux de l'opinion publique, toujours, alors vous êtes un type bien. Et parfois, vous êtes même les deux dans le même dossier. Ou trop, par exemple, au début, on défend d'affreux pédophiles, on est des gros dégueulasses, indignes d'intérêt,
Et puis, quand l'opinion publique découvre l'innocence des gens qui ont été accusés à tort... Ça vous est arrivé, ça, vraiment? Ah ben là, Outreau, c'est le cas. Ensuite, oui, vous parlez d'Outreau, les avocats deviennent des types merveilleux. Et ça ne suscitait ni cet excès d'opprobre, ni cet excès d'honneur. Les gens, c'était les mêmes avocats, au fond. On va en reparler après, mais il y a des clients, vous appelez ça comme ça, des clients? Moi, j'ai rarement utilisé ce mot-là, parce qu'il ne souligne d'abord que la réalité économique. Ouais. Et là aussi, dans l'esprit... C'est pas un patient non plus, du coup. Non, j'entends, mais dans l'esprit du public, l'avocat... Enfin, les gens détestent les avocats. Mais, paradoxalement, ils aiment leur avocat. Ouais. Les professions qu'on aime, c'est pompier, par exemple. Bah, avocat, pas du tout. Et puis, on dit dans cette rumeur publique délétère que l'avocat, au fond, c'est un mercenaire grassement payé pour faire triompher le crime. Voilà l'image. L'image. Bon, donc il faut s'en décoller. Moi, j'ai rarement utilisé le mot client, même si, de fait, c'était mes clients. Et vous les appelez comment? Il y a un autre nom Les hommes que je défends. C'est un peu plus long, mais... bah ouais. Est-ce qu'il y en a qui vous mentent? Vous voyez qui vous mentent? Vous lui dites, mais gars, dis-moi la vérité, puisque c'est moi qui vais te défendre, il faut que je sache. Est-ce qu'au début, il y en a qui parfois essayent de vous mentir, même à vous? Mais bien sûr, surtout à nous. Parce que surtout à vous? Mais oui, on est le premier interlocuteur. On est censé être, d'une certaine façon, l'allié de celui qui est accusé. Et en même temps, on appartient au sérail judiciaire. Donc à la fois, il y a de la confiance, mais il y a aussi de la défiance. Et le client, je vais reprendre ce mot que vous avez utilisé, il essaie de savoir si ce qu'il va raconter peut franchir le cap. Ah oui, du premier interlocuteur. Ouais. Ben voilà. Je veux dire, s'ils me croient, c'est qu'ils vont me croire. Ouais. Donc il raconte son histoire à l'avocat. Et là, l'avocat, soit gobe tout ce que le type lui a dit, soit il lui dit, mais là, monsieur, c'est pas possible, votre truc, là. Vous pouvez pas raconter ça. Moi, j'ai une anecdote drôle. Un jour, je vais voir un type poursuivi pour plusieurs vols à main armée. Il m'assure qu'il est totalement innocent. Et il me dit, d'ailleurs, allez voir le dossier, parce que il y a des caméras de banque qui ont saisi ce braquage, et vous verrez que c'est pas moi. Et piqué au vif, je dis, bah, écoutez, j'y vais tout de suite. Donc l'entretien s'arrête, je file au tribunal, qui jouxtait la prison, et là je regarde le dossier, et je vois mon mec, là. C'était lui. Avec une perruque. Donc c'était, voilà, est-ce que vous me reconnaissez? C'est lui avec une perruque, quoi. Grosso modo, c'est ça. Donc je retourne le voir, je lui dis, écoutez, non seulement vous m'avez convaincu, mais les photos, elles sont très claires, vous serez acquitté. Mais à la condition que la grande majorité des jurés qui auront la redoutable charge de vous juger soient aveugles. Et là, le type, il se marre. Voilà, le poteau rose est découvert, et on va construire une défense qui n'est pas une défense de négation ridicule. Il faut mieux parfois, pour quelqu'un qui est jugé, il faut mieux... Est-ce que c'est vraiment faute avouée à moitié pardonnée? Est-ce qu'il y a un peu de ça? Ah ouais, je pense que... il faut mieux dire... attendez, si, d'abord, vous avez le droit de nier un crime que vous n'avez pas commis. Mais ça, évidemment. On est d'accord. Vous avez le droit d'essayer de passer entre les gouttes. Parce que la seule liberté qui reste à un type qui s'est fait interpeller, c'est la liberté de se défendre. Et il se défend comme il l'entend. Bon. Donc il y a, de temps en temps, un acquitté qui est un coupable. Bon. Ça, ce sont nos règles. Elles existent depuis des siècles. C'est ce que formulait Voltaire quand il disait « il vaut mieux acquitter 100 coupables que de condamner un seul innocent ». Il y a ça. Et puis après, vous avez celui qui prospère dans un système de défense qui est une absolue catastrophe, et ça donne au juge le sentiment qu'il se moque, l'accusé se moque d'eux. Ce qui est jamais terrible, quoi. Dans de moins bonnes dispositions quand on se fout de vous que quand on essaie de... Bon. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est s'il reconnaît, il fait déjà un pas vers, au fond, une forme de réhabilitation. Donc oui, alors je dis pas que c'est à moitié pardonné,
Mais ça peut être un petit peu pardonné. Ça peut être pris par les juges comme une première... Oui, bien sûr. Il y en a qui se comportent un peu... les mecs pas très malins, vous voyez en plein procès qui disent une énormité, où vous vous regardez, vous dites, oh là là, putain, qu'est-ce qui m'a sorti? Oui, c'est vrai. Ou ils s'enterrent tout seuls, quoi. Oui. Ça arrive, ça? Ah ben il y a des fois, vous savez, je veux vous dire, moi je connais une anecdote, je ne l'ai pas vécue, puis je suis heureux de ne pas l'avoir vécue. C'est un avocat qui plaide un acquittement, qui n'a pas de preuves, qui démonte le dossier, etc., etc. Le type se lève parce qu'il a la parole après son avocat. C'est la loi aux assises, c'est comme ça que ça se passe. Et les assises, c'est les gros procès. Hein. Le gros procès criminel, on juge les crimes aux assises. Et là, le type regarde les jurés et dit, je le ferai plus. Moi, j'ai pas vécu ça, puis heureusement, parce que je crois que c'est insupportable à vivre, ça. Il y en a qui respectent pas ce que vous leur dites, quand vous leur dites il faut que tu te taises, ou alors tu t'énerves pas. Est-ce qu'il y en a qui s'énervent sur les juges, le truc le plus bête à faire? Oui, bien sûr, il y a des types qui pètent des plombs, bien sûr, mais c'est un concentré d'humanité, dans ce cas-là de beau, dans ce cas-là de pire, de pire, et puis avec tout un panel, de comportements différents, bien sûr, bien sûr. Non, il y a des types, plus vous leur dites de se calmer, plus ils s'énervent, etc. Ouais, c'est pas toujours simple. Hein. On va parler de ces anecdotes. Juste, votre premier déclic, vous le dites dans une interview, c'est votre grand-père qui était immigré, qui a été assassiné. Pourquoi ça a été votre déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je raconte un tout petit peu la situation, le contexte. bien sûr. Ma famille maternelle vit en Italie et vit une misère noire. Et pour fuir la misère, ils vont venir en France. D'abord mon grand-père, son fils aîné, puis le reste de la famille, dont ma mère. Et mon grand-père trouve tout de suite du travail, parce qu'il y avait une forte demande, et il va fréquenter une femme, qui n'est naturellement pas la sienne, et on va le découvrir le long des voies ferrées, dans une position, dans une posture qui est la démonstration de ce qu'il a été assassiné. Et là, mon oncle va déposer une plainte. Et il est en but à un système, j'allais dire administratif, qu'il ne maîtrise pas forcément, comme beaucoup d'immigrés. Et puis on va très vite se rendre compte que tout le monde se fout de cet assassinat d'un rital qui, n'a pas suscité plus d'attention que cela. Donc, comment ça arrive jusqu'à moi? Ça, moi, j'ai pas vécu cet événement, évidemment, mais ça devient quelque chose qui est fixé dans l'ADN de ma famille. Donc c'est quelque chose dont on parle, évidemment. Et ça va m'imprégner, moi, au point que, sans doute, ça fait partie des choses qui font que je le fait qu'il n'y ait pas eu d'enquête, tout ça, ouais. Ouais, c'est ça, l'injustice. L'injustice c'est un truc originelle. C'est sans doute ça qui... Enfin, pas que ça, mais ça fait partie des choses qui m'ont poussé vers le métier d'avocat. Vous dites que ça vous a aidé de venir d'un milieu plutôt modeste. Ouais. Est-ce que vous avez compris certaines choses? Il y a chez moi une vengeance sociale que je revendique. Ouais. La volonté d'échapper à un milieu dont j'ai pu mesurer qu'il était difficile. Moi, j'ai bossé très très jeune. Et à un moment, je me suis retrouvé dans une péniche en train de pelleter du sable. Là, ça me faisait mal. J'étais épuisé. Je me suis dit, mais je veux pas faire ça. Et là, ça me donnait un coup de boost dans mes études. Quoi. Je me disais, mais faut que je m'arrache pour pas faire ça. Quoi. C'est les études ou c'est la péniche. Quoi. Vous étiez fossoyeur aussi, non? Ouais, j'étais fossoyeur. Vous avez fait plein de métiers. Fossoyeur. J'ai refait des trous dans un cimetière parce que vous savez que le bail, là, pour redevenir juriste, il est amphithéotique, ça dure 99 ans, puis après, on vous met ailleurs. Sauf au Père-Lachaise, parce que là, c'est des monuments historiques. Mais dans les cimetières. Il y a des concessions, en fait, c'est concessions. Ouais, voilà, 99 ans. La concession est échue, parfois il y a des panneaux, exactement, malheureusement, sur des familles qui n'ont pas à payer. C'est ça.
Et donc, il faut faire les trous. Puis les trous, ben, parfois, ils sont pas accessibles pour la grue, dans les petits cimetières, le truc. Donc, c'était la pelle et la pioche. Ouais, j'ai fait ça. Vous avez commencé votre carrière en 1984. Oui. On va y revenir après, mais pour tous ceux qui rêvent d'être avocat, est-ce que vous avez, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez la même carrière d'avocat? Enfin, est-ce que c'est le métier que vous imaginiez? Enfin, j'essaierai, oui. Ah oui, c'est le métier que j'imaginais. Non, mais ce qui est assez curieux, alors je ne sais pas si c'est de la reconstruction a posteriori ou la réalité, mais le métier d'avocat que j'imaginais quand j'étais ado, sans rien connaître de ce métier, c'est exactement ce que j'ai vécu quand je suis devenu avocat. Alors, est-ce que ça, c'est du truc, vous savez, reconstruit parfois Les souvenirs Ouais, c'est ça. Ou est-ce que c'est une réalité? Je ne le sais pas et je ne le saurai jamais. Mais, ce métier d'avocat, je l'ai fait comme enfin, je pense, puisque j'aimais cette petite réserve, je l'ai fait comme je pensais que je le ferais. Voilà. Oui, on a reçu Fabrice Lucchini il y a quelques temps, très éloquent. Voilà. Vous avez gagné un concours d'éloquence en 85 à Lille. Si vous nous regardez, vous avez envie de faire ce métier, est-ce que si on est un peu timide, on peut réussir à faire ce métier? Comment vous étiez-vous? Est-ce que vous avez ce bagou, ce charisme dès le départ, ou c'est en travaillant, en prenant un peu de la bouteille? Vous voyez ce que je veux dire? Les deux, mon général. Il faut forcément se forcer un peu. Bon. Non, mais c'est pas naturel de se lever. C'est impressionnant, un procès aux assises. Non, mais, vous savez, moi j'ai essayé d'imaginer ce qu'était le premier avocat. Donc vous avez des mecs vêtus de peau de bête, là, autour d'un feu, et puis il y a un type qui a fait une énorme connerie, là, et puis on s'apprête à lui fracasser le crâne avec une énorme massue, là, et tout le monde est excité, parce que la vue du sang, ça excite. Et puis là, il y a un mec qui se lève, et puis qui dit « Attendez une seconde. Il faut qu'il ait un peu de courage pour le faire. » L'expression publique, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est sûr. La confidence, c'est naturel. Bah. Donc il faut mixer, forcément se forcer. Au départ. Ouais, évidemment. Et la grande difficulté, je crois, pour un avocat, c'est de trouver son style, sa signature à lui. Parce qu'au début, il imite servilement son maître de stage ou un avocat qu'il a entendu plaider, machin truc. Et au début, on singe un peu, on imite. Oui, c'est pas un peu, on singe complètement. Et évidemment, on préfère toujours l'original à la copie. Donc après, il faut trouver ces trucs. Donc après, il faut dans tous les métiers, c'est ça. Vous savez, moi, je trouve, de façon générale, c'est un conseil que je donne à tous les jeunes gens qui me posent la question, là, je trouve que de façon générale, on parle trop vite. Trop vite. Dans le débit. Il n'y a pas de blanc aussi. Il n'y a pas de silence. Pas de silence. Alors que ça parle, un silence. Or, le silence souligne le mot qui vient d'être prononcé et il annonce le suivant. Et moi, c'est un avocat qui m'a appris le silence. Je l'écoutais plaider, c'était pour moi inatteignable. Et il utilisait comme personne le silence. Et puis le silence fait que vous êtes le patron dans ce moment d'oralité. C'est vous le patron. C'est vous qui donnez le là, le rythme. Et quand les silences sont longs, on a vraiment envie de vous entendre. Et si vous enchaînez dans un débit mitrailletique, il n'y a personne qui a envie de vous écouter. Juste pour préciser, parce qu'une plaidoirie d'avocat, vous avez un temps à la fin, je crois, vers la fin, où vous avez le temps de parler illimité, c'est ça, vous avez autant de temps que vous voulez. Oui. C'est ça qui est important, c'est pour ça que vous pouvez prendre... Oui, mais alors, il ne faut pas non plus en abuser. Si on peut vous dire stop... Non, on ne peut pas vous dire stop, mais... moi, j'ai connu des affaires dans lesquelles des avocats ont plaidé 5 heures d'affilée. Alors, mais bon. Et d'ailleurs, c'est long. Mais c'est pas long, c'est insupportable. Et d'ailleurs, on voyait les juges qui étaient... Qui en avaient marre. Qui en avaient ras-le-bol, et de vous à moi, à juste titre. C'est encore pire. Il y a des tas d'études qui démontrent qu'au-delà d'un certain temps, le cerveau humain, il est plus disponible, quoi. Ça ne marche plus. On ne peut pas se concentrer 5 heures. Mais non. C'est faux. Donc, il faut à la fois être complet, tout en n'étant pas trop long, et il ne faut pas se répéter. Parce que dès que vous vous répétez, vous prenez vos interlocuteurs pour des cons. On montre qu'on n'a plus d'arguments. Et puis surtout, vous leur dites, vous n'avez pas bien compris la première fois, j'y reviens encore et j'y reviens. Bon.
Ce qui ne signifie pas ne pas être pédagogue, mais vous pouvez pas répéter 1000 fois les mêmes trucs parce que après, c'est un peu blessant pour celui qui vous écoute. Est-ce que ça se passe comme dans les films, les avocats? Est-ce que parfois vous allez pouvoir trouver un petit détail, parfois une connerie, qui peut faire tomber un procès? Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment le cas. Mais vous savez, si tout le monde, l'avocat de la partie civile, le procureur de la République et l'avocat de la défense, ont vu la même chose, la valeur ajoutée de l'avocat, de la défense de l'accusé, c'est dans cette perspective qu'on se place, il sert à rien. Bien sûr. Il faut qu'il aille trouver ce que les autres n'ont pas vu. C'est ça. Ça peut être une date, une signature, une connerie comme ça qui peut faire annuler une procédure. Oui, bien sûr. Moi, je me souviens d'un dossier épais comme ça, qui n'est constitué que de relevés téléphoniques. Et l'accusation dit, vous voyez, ce téléphone-là, qui est un téléphone caché, qui ne sert qu'aux voyous pour commettre les faits, il suit parfaitement la trajectoire de ce téléphone-là, qui est un téléphone officiel. Vous voyez le truc? Ouais, c'est son téléphone de guerre. Donc. Ils disent ça, c'est des termes... Voilà, exactement. Donc, quand celui-là borne à Saint-Étienne, 10 minutes après, celui-là borne à Saint-Étienne. Et on a tout le parcours. Et donc, la police dit, vous voyez bien, monsieur, vous étiez à Saint-Étienne, eh ben, ce téléphone-là, là, celui qui sert aux voyous, eh ben, c'est le vôtre. Parce que, évidemment, il y a une identité parfaite, etc. Et alors, c'est écrit en tout petit, en tout petit, en tout petit. Il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de pages. C'est beaucoup de paperasse. Vous trouvez à un moment que le téléphone voyou, le TOC, il borne à Marseille, alors que le téléphone officiel de l'intéressé, il borne à 300 km de là. Et là, vous dites, c'est pas forcément son téléphone. Je vous donne le contre-exemple. Et là, personne ne l'a vu. Et là, tout le monde dit, ah ouais, quand même. C'est ça l'apport. Il faut chercher le truc. Mais il faut le chercher, et puis il faut avoir envie de le trouver, et il faut se crever les yeux. Et vous lisez des centaines de pages à chaque fois. Bien sûr. C'est vous qui... Comment ça se passe? C'est moi, mes collaborateurs. Un avocat de votre niveau, il y a des collaborateurs avec. Bien sûr, au début, c'est moi tout seul, parce que je suis tout seul, donc pas... inventer des gens, voilà. Et puis ensuite, vous avez des gens, puis vous les formez à retrouver ces choses. La faille, trouver le truc. La faille, oui, bien sûr. Bien sûr. Quand vous la trouvez, vous vous dites, ça y est, j'ai le truc. C'est jouissif. Ça, c'est jouissif pour le moment. Ah oui. Ça, vous arrivez au procès, vous savez que... Ah bah oui. Vous savez que vous connaissez vos armes, bien sûr, cartouches. et vous savez que personne ne l'a vu. Donc, vous allez l'exploiter, etc., etc. Vous attendez la déposition de l'officier de police judiciaire qui va vous expliquer que ce téléphone-là et celui-là sont en phase permanente dans les bornes qu'ils activent. Et vous dites, non mais c'est pas vrai. Et vous avez raison. Matériellement, c'est marqué. Factuellement, vous avez raison. Oui, vous êtes toujours dans le cadre de la loi, vous. Vous n'allez jamais chercher à... Non mais ça c'est pas de la défense, ça c'est de la complicité. Oui, c'est ça. Ah ouais. Il faut chercher toujours dans les règles du truc. Un avocat ne peut pas faire autrement. Vous parliez d'assises avant, donc il y a la correctionnelle, on peut passer en correctionnel, donc je ne veux pas dire de bêtises, parce que c'est pas mon secteur, mais c'est moins grave. Délit et cour d'assises, les crimes. Donc c'est beaucoup plus grave. Oui. On parle parfois de jury. On parle parfois de jury en France, aux États-Unis, dans plein de séries, etc. Oui. Les jurys, c'est des gens de la société civile, ça peut être vous, n'importe qui peut être... Ça peut être vraiment n'importe qui. Peu importe le métier, vous êtes tiré au sort. Non, il y a quelques précautions qui sont prises. D'abord, il faut avoir plus de 23 ans. D'accord. Ne jamais avoir été condamné. Casier vierge. Voilà, casier vierge, voilà deux conditions. Oui. C'est tout. Oui. Donc, peu importe le métier, il pourrait y avoir un animateur demain, un politique qui peut être pris au hasard. Mais il y a des policiers, il y a... Oui, bien sûr. Des avocats, il y a des gens de la vie ordinaire, de la vie civile, bien sûr. Comment il faut... Journaliste, moi j'ai déjà vu aussi dans le... Tiré au hasard. Oui, bien sûr. Et on est obligé d'y aller. Alors, c'est partie de son devoir. On est obligé d'y aller. On peut se faire dispenser, mais il faut quand même une véritable raison, pas n'importe quoi. C'est pas j'ai pas envie d'y aller ou j'ai piscine, ça marche pas comme ça. Et ensuite, il y a un tirage au sort et les avocats ont le droit de récuser un certain nombre de jurés qui sont appelés. Le ministère public aussi a ce droit. Mais là, la récusation, elle se fait au pif, quoi. C'est un peu pifométrique. Pardon, mais quand un procès dure longtemps, comment on fait quand on est appelé, qu'on a un métier, pour qu'on peut... Il y a un système d'indemnisation qui est prévu.
Et c'est le patron est obligé d'accepter, si c'est quelqu'un qui est salarié, absolument. Il n'y a pas de négociation. Non. Non. Et vous êtes très fort pour convaincre les jurys. C'est une réputation que vous avez tout le temps d'arriver à convaincre. C'est quoi votre truc pour aller chercher combien il y a de jurys déjà d'abord dans un procès? Je vais vous donner un exemple de ça, une illustration. Un homme est interpellé, il est suspecté. Au moment des faits, il le dira plus tard avec sa maîtresse. Mais d'emblée, il ne le dit pas. Donc on lui dit où vous étiez, il raconte une salade. Ouais. Et pour l'accusation, ce mensonge originel devient, au fond, la preuve, une forme de preuve de la culpabilité. S'il ne dit pas la vérité, c'est qu'il a des choses à cacher. D'accord ? Bon. Et l'accusation se nourrit de ça, surtout d'arguments, j'allais dire, de nature psychologique. Bon. Comment vous démontez ça ? Vous dites au juré, moi je l'ai fait souvent ça. Hier, vous étiez avec votre ami Bernard. Vous avez bu un petit Ricard avec lui. Et puis, au moment de rentrer, au moment où vous deviez rentrer, il vous en a proposé un autre et vous l'avez bu. Puis vous êtes arrivé en retard. Et qu'est-ce que vous dites à votre femme ? Vous lui dites, j'ai rebu un deuxième Ricard avec Bernard, ou vous dites, il y avait de la circulation. Et là, tous les jurés se marrent. Parce que, pardon, mais le mensonge, il est consubstantiel à ce que nous sommes. 20 fois par jour par personne. Tout le monde ment. Tout le temps, ouais. Sauf que quand vous êtes accusé, votre mensonge à vous... Résonne, ouais. Ah ben, il résonne comme une culpabilité avérée. Bon, et moi, j'ai souvent dit, je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais que je voulais que parlant de Ricard, je ne sais pas si on peut faire de la pub pour l'alcool. Il n'y a pas de problème. Non, mais il faut la boire modérément, tout ça. Il y a les panneaux, l'hygiénisme ambiant. La raison, il faut éviter... Toutes les garanties, ok. Mais moi, j'ai toujours dit, je veux que les jurés aient envie de boire le pastaga avec moi, pas le champagne, le pastis. Voilà, créer ça. C'est compliqué, parce que vous arrivez d'abord, vous êtes présenté comme celui qui vient défendre le salaud. Parce que la présomption d'innocence, on en reparlera, mais enfin, ça c'est dans les livres. Hein. C'est de moins en moins le cas, même sur les réseaux sociaux, avec les médias aujourd'hui. C'est pire en pire. Qui partagent tout de suite l'info. Non mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. D'abord, les procès sont faits sur les plateaux de télé. Les avocats, moi j'étais un avocat médiatique, mais il y a des choses que je n'ai jamais voulu faire, c'est d'aller parler sur un plateau d'un dossier qui n'était pas le mien. Mais là, maintenant, vous avez pléthore... Tout le monde parle de tout le monde, ouais. Non, mais vous avez pléthore d'avocats autoproclamés pénalistes. Il y en a un, je suis allé voir son site, et vous savez ce que j'ai vu sur son site ? Non pas les acquittements, les relax, les dossiers qu'il avait plaidés, pas du tout, mais les logos des chaînes de télé. Donc le mec... Vu à la télé, quoi. Oui, c'est ça. Donc le mec, il y avait TF1, France 2, France 3, un CV, 4, quoi. Ouais, c'était son CV à lui. Bon, et les types, ils parlent d'un dossier, ils en ont pas lu une ligne. Et parfois même, d'ailleurs, vous avez l'expert psychiatre qui a pas vu le type, qui est suspecté, mais qui vous fait son analyse. C'est lunaire, ce qui se passe. C'est de pire en pire. La présomption d'innocence... Elle a volé, on est présumé coupable. Elle a explosé. Et en particulier, d'ailleurs, dans les affaires de mœurs. Parce que, alors là, vous constatez que une accusation suffit à... il est forcément coupable. Il est forcément obstinément coupable. Et on ne remet pas en question du tout le truc. À jamais. Ouais. D'ailleurs, on parle de victimes alors qu'on devrait parler de plaignantes, dans un premier temps. Et que... si les choses doivent être dites, moi je me suis battu comme ministre pour que l'on écoute la parole des victimes. Monsieur. Parce qu'à un moment, on a eu des cas où... moi, j'ai en tête une affaire où une femme est allée 5 fois à la gendarmerie pour dénoncer des violences dont elle était victime. Elle a dit, bon... elle n'a pas été prise au sérieux. Pas prise au sérieux, elle est morte. Elle a été tuée. Bon. C'était à Bordeaux, je crois, non ? Et c'était une affaire... C'était en Corse. En Corse. Bon, pour dire les choses, mais il y a eu d'autres situations. À Bordeaux, vous avez raison. Monsieur qui a tué sa femme absolument, dans la rue. Absolument. Je crois qu'il a brûlé, enfin c'était... oui, et ce qui avait beaucoup ému, et à juste titre... Parce qu'il avait fait appel un peu au secours. Donc le ministre de l'Intérieur et moi-même, à l'époque, on a lutté pour que les paroles des plaignantes soient prises en compte. Pour autant, ça n'est pas suffisant. Il faut qu'ensuite, la justice mette en place... au vu des règles qui sont les nôtres, un filtre judiciaire. Il ne suffit pas d'accuser pour avoir raison. Bon,
Ça, c'est rarement bien compris. Présomption d'innocence, je le dis, n'existe plus. Donc, quand vous vous pointez pour défendre un type, là, vous sentez le regard des jurés à votre encontre aussi, est un regard suspicieux. Puis ensuite, il faut ramer pour réussir à imposer son argument. Vous avez eu des fausses accusations de gens qui n'étaient pas coupables, vraiment? Oui. Oui, bien sûr. Avec des démonstrations de non-culpabilité. Le cas le plus évident, c'est l'affaire Loïc Séché. Il a été condamné 2 fois à 16 ans. Je vous dis 2 mots sur cette affaire. C'est une toute jeune fille qui rédige une rédaction qui alerte ses enseignants, son prof de français en l'occurrence. À la lecture de ce texte, le prof de français se dit « elle a été victime de quelque chose ». Là, on va l'interroger. Et un jour, il y a une espèce de réunion de famille à laquelle participe d'ailleurs le gendarme, qui est un ami du père, le gendarme qui sera le directeur de l'enquête. Et on soumet à cette jeune fille le nom d'un homme, Loïc Séché. Et elle dit oui, c'est lui. Et elle quitte la salle, elle se réfugie dans sa chambre. Elle ne reviendra jamais sur ces accusations. Loïc Séché va être condamné. Première fois à 16 ans de réclusion, il va interjeter appel et il va être à nouveau condamné à 16 ans. Et l'un des arguments forts portés par l'accusation, c'est un journal intime dans lequel cette gamine a écrit ce qu'elle avait vécu de la part de Loïc Séché. Sauf que, on démontrera ultérieurement que ce journal intime a été écrit après, bien après. Et la gamine finira par dire, mais à ce moment-là, il est définitivement condamné, il va faire 9 ans de prison, qu'elle a raconté des choses qui ne sont pas vraies. Et qu'elle a été réellement victime lors d'un déplacement scolaire de la part d'un garçon qui était avec elle. Quelqu'un d'autre, quoi. Et quand elle a lâché le nom, elle n'a pas pu faire marche arrière, parce que il y avait le poids de la famille, il y avait cette espèce de pression que l'on avait mise autour d'elle. Et hospitalisée en psychiatrie, elle va dire au médecin qui la soigne, voilà, j'ai menti, etc. Évidemment, la justice s'est pas contentée de j'ai menti. Hein. On a investigué, on l'a interrogé, réinterrogé. Et on a eu la certitude absolue qu'elle n'avait pas dit, s'agissant de Loïc Séché, la vérité. Il a donc été réhabilité dans le cadre d'un procès en révision. Il y en a eu 13 peut-être en France, il y en a très très peu. Et il a été acquitté sur réquisition de l'avocat général. Eh bien, quand vous avez vécu ça, vous dites, bien sûr que tout n'est pas accusation mensongère. Et on est condamné. Et que la très très grande majorité des accusations, bien sûr, sont le fruit de la réalité et du malheur qui a été vécu par les victimes, bien sûr. Mais il faut rester prudent. Voilà. Est-ce que quand quelqu'un fait une fausse accusation comme ça, pour X ou Y raison, d'ailleurs il peut y avoir plein de raisons, est-ce que elle est condamnée à quelque chose? Est-ce qu'elle risque quelque chose? Est-ce que quelqu'un qui gâche la vie de quelqu'un? Là, en l'occurrence, je vais vous dire ce qui s'est passé. Cette jeune femme s'est levée. Loïc Séché était debout également. Ils étaient à 3 mètres de distance. C'est le plus grand moment judiciaire que j'ai vécu dans ma vie. Et elle lui a dit, les yeux dans les yeux, je te demande pardon. Il y avait un silence de cathédrale. Il l'a regardé, il lui a dit « Je te pardonne, mais je ne pardonne pas à l'institution judiciaire. » Rien d'autre. Derrière, je vais vous dire, pas besoin d'avocat. Et si vous reprenez la parole, vous gâchez ce moment. Ouais. Non, c'était un truc d'une intensité. Et d'ailleurs, la cour d'assises a tenu à dire, ce qui ne se dit jamais, et ce qui ne peut pas se dire d'ailleurs, que c'est à l'unanimité que les magistrats professionnels et les jurés avaient décidé d'acquitter, non pas au bénéfice du doute, mais au bénéfice de l'innocence. Il n'en reste pas moins qu'il a fait 9 ans de prison, qu'on lui a crevé un œil en tôle. Ouais. Alors après, il a été généreusement indemnisé, parce qu'il faut tout dire. Oui, bon, ça remplace pas un évidemment, œil. c'est pas le pognon qui remplace 9 ans de vie. Hein. Non, voilà. Jamais. Donc, ce que je dis, moi, c'est prenons évidemment en considération les paroles des plaignantes, mais laissons aussi la justice faire son boulot.
Vous avez fait des plaidoiries, vous êtes connu pour faire des plaidoiries un peu hors du commun. Un jour, vous avez chanté, je crois du Brassens, il y a longtemps. Vous pouvez nous raconter pourquoi et ce qui s'était passé? Je vais vous raconter ça. C'est aussi un autre grand souvenir de ma vie d'avocat. Un homme décide d'abord de souscrire des contrats d'assurance vie. Il en souscrit beaucoup. Maintenant, il faut qu'il meure. Et comme il n'a pas envie de mourir, il va choisir une victime qui va jouer son rôle d'une certaine façon. Pour être déclaré mort à sa place? Oui, bien sûr. Alors, il ne va pas choisir le notaire bourgeois d'un village. Il va choisir un type dont il pense qu'il n'a pas d'attache et dont il sait qu'il est un peu marginalisé. Il va être moins recherché que quelqu'un. Voilà. Donc il monte à Paris, lui et ses complices, et il trouve un homme qui est un peu alcoolisé sur les bords et qui, tous les ans, vient à Sète pour se rendre sur la tombe de Brassens, qui est son idole. Donc ils n'ont pas beaucoup de mal à lui dire, et puis il va accepter tout de suite, bah tiens, nous, on redescend là-bas dans le sud, si tu veux nous accompagner, c'est gratos, voilà. Donc il monte dans la voiture, pour son plus grand malheur. Et là, ils vont l'étrangler, ils vont d'abord l'alcooliser, l'étrangler, le mettre dans une voiture, et puis ils vont brûler la voiture, et on va découvrir cet homme carbonisé. En pensant que c'est... En pensant que c'est l'autre. Et la femme de l'autre va toucher les premières assurances. Donc elle a été complice du truc, quoi. Ouais, sauf que les choses ne se passent pas comme ils l'ont souhaité, et qu'il y a un expert qui vient, qui dit, mais enfin, bon Dieu, comment ça se fait que cette voiture, elle a brûlé, alors qu'il n'y a que la première qui est enclenchée? Et donc, il va relancer tout ça, je vous passe les détails, et on va interpeller les coupables. Et il n'y a pas de partie civile. Parce que personne qui attaque. Et puis un jour, je reçois au bureau une dame qui était la compagne de cet homme, mais ils ne vivaient pas en permanence ensemble. Et elle me dit, voilà, moi, j'aimerais que vous disiez aux auteurs de cette abomination-là que mon compagnon était un mec bien. C'est tout ce que je vous demande de dire. Je vous demande pas d'étayer l'accusation, etc., etc. Il aimait Brassens. Donc vous comprenez que pas très envie de vous voir venir au secours de l'accusation. Dites que c'est un type bien. Voilà. Il était marginal, mais il avait quand même une copine. Oui, oui, il avait cette copine depuis très très longtemps, etc. Il a fallu démontrer qu'ils avaient ce lien, il y avait des photos, etc. Bien. Quelle belle mission. Quelle formidable mission. Donc je me constitue partie civile, je la retrouve au procès, elle vient, elle fait le déplacement. Là, vous n'êtes pas payé pour ça? Non. Non. Non, j'ai l'air enfin, quand il n'y a pas de partie civile. Mais non, mais il n'y a pas que le pognon. Non, mais c'est pour dire, ça. Il m'est arrivé de plaider pour pas un rond, et puis, comme je suis pas un saint, il m'est arrivé aussi de me rattraper auprès de gens qui étaient riches. Vous adaptez, en fait, en fonction des moyens de clients? Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, vient le moment où je dois plaider. Je suis tout jeune avocat. Hein. Puis il y a dans la salle un journaliste, le journaliste du Monde, Maurice Perrault, qui m'impressionne beaucoup. Et puis, à la fin de ma plaidoirie, je dis, et voyez-vous, avec le tutoiement facile des hommes qui aiment vite, il vous aurait dit, et là je m'adresse à l'accusé principal, elle est à toi, cette chanson, etc., etc. Et je chante quelques vers de cette exceptionnelle chanson. En plaidoirie. L'Auvergnat de Brassens, ouais. Et j'ai un peu la trouille, parce que c'est original, c'est bon, voilà. Et Maurice Perrault fait un papier sublime. Ah, c'est vrai? Ouais. Ouais. J'ai un souvenir très ému de cette affaire. Ouais. C'était des procès avec... Il y a beaucoup de monde dans une salle, vous vous mettez à chanter. Là, c'était plein, mais j'avais la trouille. Hein. Non, on parlait de tract tout à l'heure, les jeunes, timides, machin, mais enfin, oui. Vous l'avez eu des années, vous, quand même? Oui. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie professionnelle à vomir avant d'aller plaider.
10 ans. C'est marrant, j'arrête pas. Je prenais des antivomitifs jusqu'à il y a 5 ans. Bah moi, je faisais pas Motilium ça, avant d'aimer ça. j'avais un autre remède, c'était d'aller bouffer, parce que je trouvais que ça faisait moins mal de vomir l'estomac plein que l'estomac vide, vous voyez. Mais pendant 10 ans, ça a duré. Ouais. Systématiquement. Ah ouais. Petite affaire, papa, aux assises, avant d'y aller, j'étais pris de nausées, là, j'étais... Ah ouais, vraiment. Et là, maintenant, après, ça, maintenant, je plaide plus, là. Non, mais enfin, c'est 10 ans, puis après, c'est allé mieux. Ouais, bah dites, c'est pas mal déjà 10 ans. Hein. C'est quoi? C'est quand on a un peu le syndrome, pas de l'imposteur, mais quand après, on est très légitime, on se dit, écoute, maintenant, je suis reconnu, les gens savent qui je suis. Non. Qu'est-ce qui a fait que c'est arrêté, ça? Non, pas le syndrome de l'imposteur. La trouille, qu'est-ce que je vous dise? Moi, vous connaissez la formule, là. Cette jeune comédienne qui aurait dit à Sarah Bernard, moi j'ai pas le tract, j'ai pas le tract, elle lui a répondu, ça viendra avec le talent. Pareil. Bon. Non, mais c'est très impressionnant tout ça. En 2001, il y a le procès Outreau. C'est 17 personnes. C'est un très gros procès qui va être mis en examen donc, et placé en détention préventive, c'est comme ça qu'on dit, pour une affaire d'abus sexuels sur des enfants. Provisoire. Détention provisoire. Qui là, en l'espèce, n'a pas été provisoire parce que ça a duré des années. Pour certains d'entre eux. 2004, c'est ça. Donc il va se passer 3 ans. Et l'une des accusées va révéler avoir menti bien plus tard et accuser faussement en fait certains des autres accusés qui étaient là. 13 d'entre eux vont finalement être acquittés sur 17. L'un d'entre eux est mort en prison avant l'acquittement. Comment vous êtes venu à travailler sur une affaire comme ça? Parce que j'ai été contacté par l'une des accusées, qu'on appelait la boulangère. Hein. Et en réalité, ce dossier, on ne peut pas le résumer parce que c'est très complexe, mais ces enfants ont été violés. C'est absolument incontestable. Par leurs parents et par un couple de voisins. Ça, c'est acquis. Ils ont été démolis, ces gosses. Et ils ont été amenés, par la mère notamment, à accuser d'autres personnes. Pour des raisons parfois futiles. Parfois une dette de quelques euros. Ah oui, il y a un huissier de justice qui est dans la NAS, il y a un curé qui est dans la NAS, il y a la boulangère. La NAS, c'est le truc de... La NAS, c'est ce qui va les emmener en prison durant des années. Et la boulangère, par exemple, elle est accusée de fabriquer des baguettes de pain qu'elle aurait introduit dans l'anus des petits-enfants pour ensuite s'en délecter et manger cette baguette. Moi, je rencontre cette femme pour la première fois, elle a été à la prison d'Amiens. J'ai, mais immédiatement, la certitude qu'elle est innocente. Et là, on va très vite démontrer. Elle vous le dit, en plus? Ah bah oui, évidemment, bien sûr. Et là, on va très très vite démontrer qu'elle n'a jamais fabriqué de pain. En fait, elle a une petite camionnette et elle va dans la cité, à Outreau, vendre des baguettes, des bonbons, de l'huile, des boîtes de conserve. Okay ? Et comment on en est venu à accuser cette femme? D'abord parce que la famille de ses enfants lui devait de l'argent. Mais ça n'est pas suffisant. En réalité, cette dame a été confondue avec une autre. Car quand les enfants ont parlé de la boulangère, que j'ai eu l'honneur de défendre, ils lui ont attribué des enfants qu'elle n'avait pas et qui étaient scolarisés avec les victimes. Vous me suivez toujours? Oui, bien sûr. Or, elle n'a qu'une fille qui n'est pas dans cette école. Et là, on va se rendre compte que ces enfants, dont parlent les petites victimes, ce sont les enfants d'une autre dame qui fait le même métier que la boulangère. Bon. Et tout ça, ça va arriver très très vite dans le dossier. Les enfants vont dire ensuite qu'ils ont été emmenés en Belgique, dans une ferme, et qu'ils auraient dû subir des choses mais atroces. Pénétration dans la niche d'un camion de pompiers avec l'échelle, couteau, fourchette, vous m'entendez bien, hein, et sexe d'un berger allemand. Et là, il y a une expertise médico-légale qui ne retrouve aucune lésion. Et on ne s'arrête pas une seconde pour dire, mais enfin, il y a peut-être un petit problème. Pas du tout.
60 magistrats. Bon. 60 magistrats, dont le fameux juge Burgot. Et personne n'a exercé le contrôle indispensable pour ne pas que l'on aille à la catastrophe. Vous me direz, ils ont été acquittés. Mais enfin, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Et je pourrais surmultiplier les exemples d'incongruité que l'on trouve dans le dossier et qui auraient dû freiner la justice dans son espèce d'élan. Le procureur général de Lyon est celui qui a accordé les indemnités aux acquittés d'Outreau. Il m'a dit, moi, 3 mois après le début de cette instruction, je voyais déjà que les choses n'allaient pas et que l'on aurait dû s'interroger et que les premiers clignotants étaient allumés. Mais on a continué. Et continué, et continué, et continué. Il se passe des années, même quand vous voyez que c'est pas possible. Mais il y a des choses, mais écoutez, on pourrait y passer des heures. D'ailleurs, il a fallu des années pour que ce dossier soit en état d'être jugé, et on sait comment il a été jugé. Mais je vais vous donner un autre exemple. Il y a un gamin qui raconte qu'ils ont tué une petite fille, enfin qu'il a été le témoin du meurtre d'une petite fille. Et il accuse le meurtrier, puisqu'il dit « c'est mon père qui a tué cette petite ». Et il dit même « je suis allé avec mon père enterrer cet enfant ». On n'a pas une enfant disparue. Ça n'a jamais existé. Et le petit, à l'audience, interrogé, dira « mais j'ai inventé tout ça ». Voilà. Voilà le dossier d'Outreau. Quand il y a eu l'acquittement, ouais. On vous a vu très ému. Ah oui. Est-ce que ça fait partie des plus beaux moments de carrière, quand vous arrivez enfin... Oui, bien sûr. Vous êtes quasiment aussi soulagé que les... Enfin, jamais, parce que vous ne dormez pas en prison, c'est pas la même chose, mais... Non, cette souffrance est la leur, d'abord, mais... là, vous dites, la justice a complètement déconné, marché sur la tête, et alors après, attendez, parce que c'est pas fini, il y a un syndicat de magistrats qui a remis en cause cet acquittement, parce que c'était tellement douloureux pour ce syndicat d'assumer la responsabilité. Ils ont préféré dire non, c'est pas possible. Ah, mais non seulement ça, mais ils ont fait en sorte qu'un autre procès soit ouvert, et c'est comme ça que l'un des acquittés d'Outreau s'est retrouvé à nouveau devant la cour d'assises de Rennes. Pourquoi ? Parce que ce jeune homme, il avait été acquitté parce qu'il était jugé par la cour d'assises des majeurs, avec tous les autres, mais on lui reprochait des faits quand il était mineur. C'est interminable, quoi. De 17 ans et demi à 18 ans, puis de 18 ans à ses 25 ans, il est acquitté. Mais là, le syndicat dit, absolument, il faut absolument qu'on le rejuge, etc. Donc on refait... Ça coûte un fric, ça. Non, mais attendez. Ça, c'est rien. Pardon de vous le dire. C'est rien, le pognon que ça coûte. C'est surtout que ce gosse, il est obligé de retourner là-bas. Et là, l'avocat général dit, non, mais moi, j'ai la certitude absolue de son innocence, il n'y a rien dans le dossier, c'est scandaleux. Voilà. Ce que le corporatisme judiciaire peut amener parfois. Et il a naturellement été totalement acquitté. D'ailleurs, les avocats n'ont pas plaidé, parce que on avait fait en sorte que tous les avocats de tous les autres soit l'avocat de ce gamin. Et au moment de plaider, on s'est levé et on a dit on prend pas la parole. Ouais, et il a été acquitté. Et c'était monstrueux de lui avoir imposé un nouveau procès. Voilà. C'est aussi pour ça que vous avez fait ce métier, c'est pour des histoires comme ça, pour aller défendre vraiment et c'est des aussi pour ça que j'ai accepté d'être ministre de la Justice, voyez-vous. Après ? Ouais. Alors vous vouliez pas l'être au départ, je crois que vous disiez, vous avez changé d'avis. Oui, j'avais dit à une époque où je pouvais pas imaginer qu'on me le proposerait, que je le serais pas, c'était fastoche. Mais voilà. Puis le jour où le président vous appelle ? Non, mais c'est comme les avocats qui disaient quand j'ai été nommé, moi j'aurais pas accepté. Au fond, ça tombe bien, c'est pas à toi qu'on l'a demandé, donc vous voyez, c'est facile. Bon, et le jour où le président m'appelle et m'explique, je dis mais je peux pas avoir été critique à l'encontre de l'institution judiciaire, pas que critique d'ailleurs, parce que je reconnais à cette institution beaucoup de qualités, mais je lui reconnais aussi quelques défauts. Et quand le président me propose de devenir garde des Sceaux, c'est pas tout blanc ou tout noir. Je dis mais alors là, mon ami, si tu prends pas les clés alors qu'on te donne les clés du camion, c'est que t'es un lâche. Donc j'y suis allé. Comment vous choisissez vos clients là ? Vous me disiez, parfois il y a des gens riches, parfois des gens qui n'ont pas d'argent, je plaide gratuitement. Plusieurs choses. D'abord, ce qui reste, ce qui est disponible comme place sur l'agenda, quand vous êtes un avocat qui marche bien, etc. Et puis ensuite, l'intérêt de l'affaire. Et puis le pognon aussi. C'est tout ça mélangé. Ouais, ça mélange. Ouais.
Pourquoi vous pourriez refuser des clients parfois quand vous avez de l'espace? Qu'est-ce qui vous fait refuser? Eh bien, écoutez, je peux défendre un islamiste radical, sauf s'il me demande de dire que l'islamisme radical, c'est formidable. Si on bascule d'une défense qui est la défense d'un homme vers la défense d'une cause, moi, je ne peux pas. C'est niette. Je ne ferai pas et je ne soutiendrai pas une cause. Absolument pas. Je n'ai pas envie de ça. Je ne suis pas un avocat militant. Vous allez défendre aussi le docteur Muller en 2013. Ouais. C'est un peu plus vieux. Vous allez le faire acquitter alors qu'il était en prison. C'est un docteur. Non, il était... il n'était pas en prison, mais il avait été condamné à 20 ans. Et quand... en fait, il est condamné une première fois à 20 ans. Il n'était pas en préventif, provisoire? Non. Il a eu beaucoup de chance de ne pas y être. Vraiment. Il est condamné une première fois à 20 ans, il interjette appel. Comme son instruction avait duré un temps fou, il était resté à la disposition de la justice, etc. Oui, donc il vient au procès libre. Ouais, il est recondamné à 20 ans. Là, il forme un pourvoi en cassation. Pourquoi condamné à 20 ans? Parce qu'il est accusé d'avoir tué sa femme. Ouais. Non. Et là, il obtient, c'est 2-3%, les cassations en matière pénale. Il obtient une cassation, il est donc rejugé une troisième fois. Là, il change d'avocat, il vient me voir. Et puis moi, je me rends compte que on ne lui a jamais permis, il l'a réclamé à corps et à cri, d'obtenir une reconstitution. Car les faits se sont déroulés dans une petite pièce où les enfants du couple avaient installé un train électrique. Et en regardant les photographies qui ont été prises par les enquêteurs à l'origine, j'acquiers la conviction absolue qu'il ne peut pas avoir tué sa femme. Parce que les projections de sang ne peuvent pas correspondre à un geste de cette nature. D'ailleurs, on découvrira à l'audience, je vous parlais de choses que l'on découvre et que personne n'a pu voir, etc. Il soutient que sa femme s'est suicidée, et on va découvrir à l'intérieur de sa manche, à elle, des traces de sang. Pour moi, elle a l'une des démonstrations supplémentaires. Bon. Et donc, comme on m'a on lui a refusé, à lui et à ses avocats de l'époque, la reconstitution, eh ben, je vais la faire dans la salle d'audience et je vais venir avec des planches qui reconstituent très précisément la table où les enfants avaient posé leur train électrique, aux dimensions. Hein. Tout est nickel. Vous amenez ça sur le... Ah ouais. Au milieu. Je fais le déménageur. Alors, l'avocat général est au courant, c'est de ce truc, etc. Mais je dis, écoutez, voilà, moi, je présente les éléments que j'ai envie de présenter. La présidente Vous êtes libre. me permet de le faire, et on positionne tout ça. Et je lui dis maintenant, regardez les dimensions telles qu'elles ont été relevées par les gendarmes, et venez me dire que ça n'est pas conforme à la réalité. Et quand j'ai ça, eh ben, je peux me lancer ensuite dans cette... Plaidoyer. Dans cette démonstration, ouais. Et en fait, c'était bien, pas lui, du coup? Ah ben, on démontre que ça ne peut pas être lui le tireur. Et donc, c'est un geste suicidaire. Parce qu'il était tué par arme à feu. Ouais. Et d'ailleurs, cette femme avait eu des velléités de suicide. Il y avait un certain nombre de choses qui permettaient de le dire et de le dire fortement. Bon, voilà l'affaire Muller. Alors, l'affaire Muller, au-delà de tout ça, le souvenir que j'en ai, c'est que quand il est acquitté, ces deux garçons essaient de se précipiter dans les bras de leur père, qui est encore dans le box, parce que certes il est libre, mais il va quand même dans le box. Hein. Derrière une vitre, vous dire un truc non, je ne sais plus à Nancy s'il y avait une vitre, je m'en souviens pas, mais enfin il y a ils peuvent pas y accéder, quoi. Ils peuvent pas y accéder. Et là, ils peuvent pas aller embrasser leur père, et ils viennent vers moi et ils m'embrassent. Ils se foutent dans mes bras, ils se jettent dans mes bras. C'est un grand moment, ça, pour moi. Voilà. Ce que l'on peut vivre quand on est avocat. Ah, c'est incroyable. Ça donne envie d'être avocat, de vous écouter, là. Et comment ça se passe avec le père, là? Il va vous remercier après? Comment il vous remercie, les gens, quand vous les défendez comme ça, sur des... Vous lui sauvez la vie, quelque part. Il va pas passer 20 ans de sa vie en prison. Vous avez des cadeaux, parfois? Il y en a qui vous ramènent des surprises? Alors, vous savez, je vais vous dire,
Et je parle pas du docteur Muller, qui a été avec moi d'une grande correction, mais la gratitude, a dit l'un de mes confrères, est une maladie du chien. L'ingratitude est une maladie du chien intransmissible à l'homme. Ça, vous avez des types, ils sont acquittés. Et bon, c'est normal, il n'y avait rien dans mon dossier. Ah, ok. Et si c'est condamné, c'est vous n'avez rien foutu. Oui, dans tous les cas, c'est pas grâce à vous. Pas grâce à vous. Il y avait rien dans mon dossier. C'est normal que je sois acquitté. Ou l'inverse. Parce que vous avez fait, j'ai été condamné, j'aurais pas dû l'être. Donc c'est ça. Vous pouvez entendre ça aussi. Pas dire que c'est majoritaire, mais c'est assez fréquent. Tous les avocats vous le diront. Bon, voilà. Et puis après, parfois vous avez des témoignages amicaux, de témoignages de fidélité, des choses qui sont... Moi, j'ai des clients qui, pendant des années, le 2 janvier, m'envoyaient des vœux, un petit mot, un petit truc. Bon. Des souvenirs, des photos, des machins. Oui, donc il y a quand même un suivi, parfois, amical qui peut se faire ou pas? C'est très rare, ça, parce que moi, je pars du principe, vous voyez, que je suis rentré dans la vie des gens par effraction, d'une certaine façon. Ils ont fait appel à moi parce qu'ils étaient emmerdés, parce qu'ils étaient dans la difficulté, dans la douleur, etc. Et il faut sortir de là. C'est pas très simple, semble-t-il, de rester. De rester dans leur vie, ouais. On va parler de vos livres, vous avez fait pas mal. Le dernier, J'aurais craché, je vous mettrai le lien, si vous voulez aller le commander. Il est directement cliquable dans la description de la vidéo. Si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast, vous pouvez cliquer dans la description de l'épisode. Déjà, merci de faire de Légende le premier podcast de France. Vous pouvez commander les livres, je vous mettrai les liens des derniers, si vous voulez vous raconter beaucoup d'histoires. Dedans, au début du livre, vous dites « À tous ceux qui me connaissent et qui m'aiment quand même ». Oui. C'est difficile de vous aimer? C'est un trait d'humour. Non mais... Hein? Vous dites ça, pourquoi? D'abord parce que quand je l'ai dit, ça sous-tend un peu les questions que vous me posez. Quand on est avocat, ouais, quand on est avocat, on n'est pas a priori adoré. Hein. Si j'étais pompier, sapeur-pompier de Paris, je garantis que ma cote... de popularité serait plus élevée. Ah oui, forcément. Donc, avocat, c'est pas top. Politique, alors... Politique, c'est plus dur, hein. Non? Ouais. C'est pas le plus dur, d'ailleurs, politique? Si, hein. Je sais pas, j'ai pas d'outils pour mesurer la cote, mais compliqué. Vous avez fait les deux, déjà. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est compliqué. Donc, voilà... Vous avez des ennemis? Et puis non, mais je suis parti d'une définition que je trouve absolument incroyable, que m'a proposé un jour mon ami Claude Lelouch, qui m'a dit un ami, c'est un mec qui te connaît et qui t'aime quand même. Ce qui est un peu vrai d'ailleurs. Ça veut dire accepter les gens avec leur qualité, évidemment, puis surtout avec leurs défauts, ouais, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous avez beaucoup d'ennemis quand on est avocat à ce niveau-là? Est-ce qu'on se fait des ennemis tout au long de la carrière? C'est inévitable. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, mais d'ailleurs, aujourd'hui encore, sur les réseaux sociaux, on me reproche d'avoir été avocat. Voilà, bien sûr. Vous avez défendu... L'extrême droite, par exemple, m'a emmerdé et m'emmerde encore avec le fait que j'ai défendu Merat. Et moi, j'ai expliqué pourquoi je l'ai défendu, Merat. Et je suis fier de l'avoir défendu. Le frère, c'est ça? Le frère, bien sûr. Abdelkader Merat. Bien sûr, en disant ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le frère de Mohamed Merat. Ce qui sépare la civilisation de la barbarie, c'est la règle de droit. Qu'est-ce qu'on veut? On veut juger ces types comme ces types jugent ceux qu'ils séquestrent, qu'ils arrêtent au gré de leur folie, ou est-ce qu'on veut... Voilà. Et la question, elle est importante. Mais il faut l'entendre, il faut être capable de l'entendre. Et c'est pas tout le monde qui peut l'entendre. Donc oui, c'est vrai, c'est consubstantiellement polémique, le métier d'avocat, de ce point de vue-là. Comment vous êtes retrouvé à défendre cet homme? Il m'a demandé de le défendre. C'est lui qui appelle? Personne ne voulait y aller. Il a été acquitté, lui? Il a été acquitté en première instance pour la complicité d'assassinat, et il a été condamné en appel pour la complicité d'assassinat. Vous nous avez dit que c'était votre plaidoirie la plus marquante, celle-là. Pourquoi? Parce qu'il a fallu expliquer pourquoi, quel sens ça avait de le défendre. Il y avait une défense sur le terrain factuel. D'ailleurs, il a été acquitté parce qu'il y avait un certain nombre de difficultés probatoires. Mais surtout, expliquer comment... Enfin, ça coule pas de source.
que vous défendiez un type qui est considéré comme l'ennemi public numéro 1. Vous voyez, au procès de Nuremberg, par exemple, vous savez, ce qui signe vraiment la paix, c'est pas l'armistice, c'est le procès de Nuremberg. Parce que c'est là où la justice va remettre les choses en place. Et tous les types qui ont été jugés à Nuremberg, ils ont bénéficié d'une défense. Ouais. Le procès à Eichmann, on le trouve encore dans les archives et on peut le suivre et on rediffuse ce procès régulièrement, qui a eu lieu en Israël. Il a été exécuté... Et il a un avocat. Oui. Même lui. Même lui. Même lui, bien sûr. Et ça signe d'ailleurs le niveau de démocratie d'Israël. Parce que on aurait pu le zigouiller dans un coin, mais personne n'aurait pleuré. On va le dire. Hein. C'est pas la compassion qui fait qu'on se dit Eichmann a besoin d'un avocat. C'est la nécessité d'afficher un certain nombre de règles qui sont les règles de droit. Ça s'appelle l'état de droit. Et aujourd'hui, vous pouvez constater que l'état de droit, tout le monde s'assoit dessus. Enfin, tout le monde, c'est pas vrai, hein, mais beaucoup de gens, et beaucoup trop de gens, décident que l'état de droit, ça ne sert à rien. Je vous parlais des victimes, je vous entendais parler autrefois des victimes. Vous dites parfois qu'il faut sortir les victimes de leur statut de victime. Ouais. Dans quel sens vous dites ça, quoi? Je veux dire que rester dans un statut victimaire quand on est soi-même victime, c'est ne jamais sortir de cette condition de victime. Et que il y a une forme de résilience qui est possible. Primo Levi, par exemple, l'a parfaitement dit à propos d'une injustice majeure qui est l'internement dans les camps de concentration. Soit on reste victime à vie, soit on essaie de se sortir de ça. Alors, je le concède, hein, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr. Parce que j'ai été majoritairement l'avocat de gens qui étaient accusés, mais j'ai aussi été l'avocat de victimes. Et je sais de quoi je parle, en disant cela. Mais Thierry Lévy, qui était un grand avocat, avait dit sacrée victime, victime sacrée. Et c'est vrai qu'il faut essayer, mais attention, pas simple, pas facile. Et il y a des gens qui n'y parviennent pas, de sortir de ce statut pour vivre. Oui, page 196, vous dites « Nous sommes entrés dans une ère victimaire Oui, c'est vrai. ». C'est-à-dire qu'il faut... Il faut essayer, au moins. Il faut essayer. de sortir de ce statut-là. Oui, bien sûr. Mais bien aussi, sûr. on tend un micro tout de suite, on est écouté quand on est une victime. Parfois, on a besoin... On est écouté, bien sûr, et il y a parfois un déséquilibre dans le contradictoire qui s'installe, parce que vous ouvrez votre poste de télé, puis qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une victime qui est interviewée par un journaliste, le dit journaliste se comportant comme s'il était juge d'instruction. Ça va pas bien, cette histoire. Non, mais enfin bon, la justice, c'est pas là qu'elle se fait. Vous avez eu beaucoup de succès. C'est quoi votre plus gros échec? Vous vous êtes dit, putain, j'aurais pu faire mieux, ou j'ai raté ça, ou j'ai pas vu ça ou... Vous savez, il y a quelque chose d'un peu en trompe-l'œil dans la carrière d'un avocat, surtout s'il est médiatisé. C'est que d'abord, on ne parle que des affaires médiatiques, on ne parle pas des autres. Moi, je me suis retrouvé dans plein de dossiers. Il n'y avait pas de caméra, quoi. Ouais, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait même pas un mec dans le public, il n'y avait personne. Bon, et ça restait quelque chose de passionnant. En même temps, parce que c'est toujours des choses humaines de haute intensité. Bon, il y a ça, et puis les échecs, ouais, ils sont. Moi, il y a des gens dont j'ai la conviction qu'ils étaient innocents. Je les ai défendus, ils ont été condamnés. Puis, si je vous dis tout, un succès d'avocat, un acquittement par exemple, c'est très très éphémère. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Il faut passer à la suite. Ouais. Un échec, non. Ça vous poursuit et ça vous hante. Oui. Moi, il y a des types dont je pense aujourd'hui qu'ils ont été injustement condamnés. Ouais. Vous avez refusé, on va parler après de votre carrière de ministre, mais justement, vous avez refusé la Légion d'honneur, je vais en parler. Quand j'étais avocat ? Ouais. Ouais. Pourquoi ? Parce que je trouvais que ça n'avait rien à faire sur la robe d'un avocat. C'était mon sentiment à l'époque. Donc, on me l'a proposé il y a très longtemps. En revanche, je l'accepterai si
On me l'a proposé d'ailleurs en qualité de ministre. Mais j'attends qu'on me la remette. Ah, vous êtes en attente, là? Oui, je suis en attente. Ah, que les mots sont importants. C'est vrai, hein, on est d'accord. C'est terrible, je suis en attente. Non, ça Jean fait qui un me regarde, peu... il dit, putain, Oui, ça fait l'autre, un il peu est le mec là. qui fait la queue. Et Ça fait un peu le mec c'est qui fait ça, la queue, il fait, oh là là, et il vit plus. Non, c'est pas vrai. Le journal officiel, je suis décoré. C'est pour bientôt, là? Je sais pas, quand le président de la République trouvera le temps de le faire, et je l'accepterai parce que j'ai servi la République pendant plus de 4 ans. Voilà, et je trouve que ça n'est pas la même chose du tout. Je l'ai refusé quand j'étais avocat, je l'accepterai comme ministre. On va y arriver dans 2 secondes. Ça, c'est intéressant aussi comment vous avez basculé après de carrière. Juste, vous avez des personnalités politiques influentes. Patrick Balkany, Jérôme Cahuzac, Jérôme Kerviel, Karim Benzema, Mohamed VI, le roi du Maroc. Qu'est-ce que ça change pour vous quand c'est une personnalité comme ça, médiatique, politique? Est-ce que ça change un truc dans votre travail? Bon, en fait, finalement, c'est une chose. Dans le travail lui-même, non. Mais c'est gratifiant, enfin, pour l'ego, parce que, pardon de vous dire que l'altruisme, tout ça, ok. Mais après, il y a un petit côté narcissique, hein, égotique. Bon. Vous dites si vous êtes appelé, c'est flatteur. Caresse furtive sur un ego fragile. Bon, voilà. Bah oui. Vous gagnez votre vie correctement à partir de quel âge, à peu près? On imagine sur une carrière. Ça va assez vite, parce que je gagne ma vie correctement après 4-5 ans de barreau. Je commence assez rapidement, quand même. Ouais. Est-ce que vous faites un plaisir? Est-ce que je me fais un plaisir? Oui, quand on vient d'une famille modeste, on a des rêves, on a envie de s'acheter des objets. C'est bien aussi de montrer le succès, la réussite, quand on travaille, on gagne sa vie. Bah d'abord, je vais m'acheter une maison. C'est une bonne idée. Hein, c'est une bonne idée, non? Ça peut être utile. Ok. Alors là, c'est un peu plus vieux, j'achète ma maison, j'ai une trentaine d'années. Je prête serment, c'est 7 ans plus tard, oui. Vous dépensez pas n'importe comment, en tout cas? Non. J'achète une maison, j'achète à crédit, d'ailleurs. Hein. Et ensuite, moi, les plaisirs qui sont les miens, ils sont au fond assez simples. J'aime la chasse, j'aime la nature, voilà, des trucs comme ça, mais pas des trucs dispendieux, machin. Et d'ailleurs, quand j'ai 50 ans, je vais m'acheter une voiture de luxe, et tout le monde va m'emmerder avec ça quand je vais devenir ministre, comme si je l'avais piqué. C'est hallucinant quand même. Ouais, je l'achète d'occasion, une belle bagnole. Avec de l'argent privé, pour le coup. Là. Avec mon pognon, je l'ai pas volé, ni le pognon qui a permis d'acheter, ni la voiture. Mais alors là, vous êtes pris en photo, comment Comment je suis pris en photo? Ben non, non, je déclare ça à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est quelque chose, si vous nous écoutez de l'étranger, voilà. C'est quelque chose quand une personnalité publique, ministre, etc., voilà. Vous êtes obligé de déclarer tout votre patrimoine, y compris les voitures, je sais pas. Et si vous nous écoutez de l'étranger, il n'y a qu'en France qu'on fait ça. Parce que nous avons un goût pour la transparence. Mais pas de tout. Hein. Que d'ailleurs, on devrait appeler la transpercence. Donc, moi, j'avais une belle voiture, 2 montres de luxe. Qu'est-ce qu'on m'a emmerdé avec ça? En tête de cortège, en tête de curé Mediapart. On va le dire quand même. Hein. Pourquoi? C'était quoi comme voiture? C'était une Maserati. J'avais acheté d'occasion. Bon, voilà. Les montres étaient jolies, mais c'était ma vie privée. Bon. Et pourquoi vous avez été emmerdé? Ah ben parce que tout le monde a commenté. Bon, c'est terrible ça. Enfin, les Suisses, par exemple, moi j'ai beaucoup plaidé en Suisse. Hein, ils considèrent que tout ça, c'est de la vie privée. À partir du moment où vous n'avez pas obtenu le pognon illégalement, et alors chez nous, tout le monde a commenté là. Comment cette voiture? Ben, j'ai le truc. Ok, j'ai 50 ans. Je me fais ce plaisir. Vous parliez de plaisir là, voilà. Hein, c'est un gros plaisir pour le coup. C'est bien qu'on travaille dur. Mais oui, je vais vous dire. Sinon, ça sert à quoi de travailler dur? Oui, je sais pas, mais en tous les cas, j'ai revendu tout ça. Hein. C'est vrai? Ah non, ça c'est sûr. Ah bon? Bah ouais. Vous avez plié? J'ai plié, ouais. Ouais. Là, j'ai une petite Fiat 500. C'est vrai. Bleu ciel. Pour pas, ouais. Ah ouais, monsieur. Pour pas vous faire emmerder. Pas vrai. Bah oui. Je ne dis pas que
j'en resterai là, mais franchement, vous voyez... Donc ça, c'est les premiers trucs qui vous arrivent quand vous êtes ministre. 6 juillet 2020, 6 juillet 2020, c'est ça la date. Sachant quand même, parce qu'il faut le dire, il faut que les gens le sachent, parce que les gens ne le savent pas, vous devenez ministre, vous avez un contrôle fiscal. Voilà. Tout de suite. Automatique. Et c'est bien légitime. J'ai jamais entendu ça. Eh ben voilà, je vous le dis. Et c'est bien légitime que l'on s'assure qu'un ministre soit propre. Ne va pas profiter de sa fonction pour s'enrichir. Mais pour autant, aller fouiller dans son patrimoine, etc. Et ça, moi, c'est pas ce qui me gênait. Parce que, évidemment, quand vous achetez une bagnole, même une bagnole de luxe, vous avez une carte grise. Donc, l'État sait que vous êtes propriétaire d'une belle bagnole. Mais, ce qui est gênant, c'est la publication sur Internet. Ça, c'est un scandale. Et moi, je vais vous dire un truc. Il y a des tas de gens qui aimeraient faire de la politique et qui n'iront pas. À cause de ça. Mais notamment à cause de ça. Notamment à cause de ça. Et le patron de la HATVP, quand j'étais avocat, j'avais dit, mais moi je trouve ça scandaleux, cette espèce de transparence. Et à l'époque, je ne pensais pas un jour devenir ministre. Et le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a dit, ah mais je vais convaincre Dupond-Moretti que c'est important. Alors on s'est vu, et je lui ai dit, mais monsieur le président, pardonnez-moi, imaginons, vous voyez, qu'un homme entreprend une relation avec une femme. Cet homme est riche et il veut s'assurer que cette femme n'est pas là pour son pognon, mais pour lui, pour ce qu'il est, pour ses qualités intrinsèques, etc. Comment vous acceptez de publier l'intégralité de sa fortune alors que lui a décidé de ne pas la dévoiler? Dites-moi. Mais il m'a rien répondu. Mais je peux vous donner d'autres exemples. Dans une fratrie, vous avez 2 frangins, il y en a un qui, socialement, a éclaté, a percé tous les plafonds, et l'autre pas. Et puis pour pas s'embrouiller, pour pas que ça suscite de la jalousie, il y en a un qui parle pas de pognon à son frère. Mais, vous savez, moi, il y a 15 000 types, là, qui frénétiquement appuyaient sur le bitonio pour obtenir mes déclarations avant leur publication. Il y a 15 000 mecs qui étaient intéressés par ça. Putain. Ah, vous l'avez su, ça, les nombres de connexions? Ben oui, bien sûr. 15 000. Mais ils ont rien d'autre à foutre, ces gens-là. Et en quoi ça les regarde? Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et trucs. Et personne n'a dit que j'avais commencé à travailler quand j'étais gamin, Mais c'est moins vendeur. Ah, ben c'est pas vendeur du tout. Que ma voiture, je l'avais pas volée. Et personne n'a dit qu'en acceptant d'être ministre, j'acceptais de diviser mes revenus par 14. Par 14? Ça n'intéresse personne. Ça, c'est pas vendeur, ça. Ça, c'est... Voilà, comme vous dites, c'est pas putaclic, donc ça n'intéresse personne. Voilà. Votre mère s'est inquiétée quand vous l'avez dit que vous êtes ministre? Non, ma mère, elle a eu une réaction absolument géniale. Bon, d'abord, j'ai pas voulu l'embêter avec tout ça, parce que c'est une vieille dame. Donc j'ai attendu que les choses soient sûres avant de lui en parler. Hein. Pour pas la stresser. Pour pas la stresser, bon. Et peu de temps après avoir reçu le coup de téléphone du président de la République m'annonçant que je serais garde des Sceaux, j'ai appelé ma mère. Elle était bouleversée, et elle m'a posé cette question essentielle, au fond. Gamin, comment tu vas faire? Et qui va laver ton linge? Une mère, quoi. Une mère. Elle pense pas à la même chose que nous. Non, et puis elle s'est rassurée avec des trucs qui sont les siens, quoi. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on se déconnecte quand on est ministre? Est-ce qu'on en a eu parfois, il nous racontait, quelqu'un appuyait à votre place sur le bouton de l'ascenseur, il y a des assistants tout le temps. Est-ce que ça vous l'avez ressenti? Alors, c'est possible. Mais pour ça, moi, par exemple, le week-end, quand j'étais à la chancellerie, je demandais à tout le monde de partir. Et j'allais me faire mon petit frichti, et je me servais d'un micro-ondes. Je me suis dit, parce que si je sors de là et que je sais plus vivre comme tout le monde, c'est une cata, quoi. Et donc je m'imposais ça. Pour garder le... Ben ouais, pour être un type normal, voilà. Faire un œuf, ouvrir le frigo. Parce que sinon, oui, vous êtes servi. De ce point de vue, ah oui, bien sûr. Vous êtes gâté de ce point de vue. C'est vrai, ça. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté la chancellerie, j'ai eu beaucoup de peine de quitter les personnels.
qui était à mes côtés depuis plus de 4 ans, quand même. C'est pas rien. Ça crée de vrais liens. Bien sûr. Ouais. On vous demande des services, après, vous avez connu des criminels, des plus ou moins gentilles personnes. Ouais. Est-ce que quand vous passez ministre, est-ce que c'est des coups de fil Eric, maintenant que tu es là, tu vas m'aider à sortir Oui, exactement. Et tu vas me raccourcir ma peine. Oui. Vous aviez ce pouvoir, d'ailleurs? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas, non. Vous savez bien que la magistrature de ce pays, elle est totalement indépendante. Puis alors, si vous décrochiez par impossible votre téléphone pour demander à un procureur de faire ci ou de faire ça, dans les 2 minutes, vous êtes crucifié, médiapartisé et viré. Ça n'existe plus, c'est fini. La justice, elle a été aux ordres pendant très très longtemps, mais elle a obtenu, et de haute lutte d'ailleurs, son indépendance. Bon. Pourtant, tous les problèmes ne sont pas réglés, mais là, c'est un autre débat. Mais bien sûr. Alors oui, j'ai eu un type qui m'a appelé de prison d'abord, pour me demander un coup de main. Et je lui ai signifié que, évidemment, tout cela n'était pas possible et pas permis. Et puis j'ai immédiatement donné des ordres à l'administration pénitentiaire, dont j'étais devenu le patron, de couper tout lien téléphonique avec la prison. Parce que vous savez que on peut aujourd'hui, quand on est détenu, avec l'autorisation de la pénitentiaire, appeler un avocat. Mais ça passe par une centrale. Techniquement, je ne peux pas vous expliquer le truc, mais moi j'ai dit stop. Il n'y a personne de prison qui m'appelle. Bon. Et alors, il y a eu pire, vous jugerez, mais un truc assez drôle. J'ai un client qui m'appelle. Alors, lui, il n'est pas en prison, il est dans une chambre du Ritz, qui jouxte la place Vendôme. Vous voyez, il y a la place Vendôme, puis il y a le Ritz, l'hôtel, grand hôtel. Le type me dit, ça va, maître? Je lui dis, oui, monsieur, ça va. Et moi, je suis un peu emmerdé qu'il m'appelle. Je suis plus avocat, c'est fini. Moi, je coupe le truc. Il me dit, je vous vois. Je dis, mais comment vous me voyez? Et moi, je suis dans les jardins de la chancellerie, là, derrière. Ben, il me dit, oui, je suis là, au balcon. Donc, évidemment, je me retourne, et je vois le type, à vol d'oiseau, il y a le balcon qui donne... C'est à 75 mètres de moi. Le mec, il est en peignoir, là, décontracté, au balcon. Voilà. Oui. Voilà les 2 cas, les 2 exemples d'anciens clients qui ont... Bon, le deuxième m'a rien demandé, d'ailleurs. Enfin, le premier, il était bien insistant. Un peu... Ah bah lui, il pensait qu'en un claquement de doigts, il allait sortir et que... Il y a eu des décisions difficiles à prendre quand vous étiez ministre. Vous êtes vraiment retrouvé face à des décisions dures. Vous vous êtes dit, putain, quand même, c'est pas si facile d'être ministre, ou finalement pas? C'est très difficile d'être ministre. Très difficile. Moi, je suis arrivé avec une connaissance, c'est comme ça que je l'ai qualifié à l'époque, charnelle de la justice. Moi, je suis pas un technocrate. Mais je savais quelles étaient les qualités de cette institution. Je connaissais les défauts de cette institution. Enfin, comment vous dire? Quand vous arrivez, d'abord, il faut appréhender des matières que vous connaissez pas. Moi, le travail d'un huissier de justice, d'un notaire, je ne savais pas ce que c'était. Donc il faut d'abord vous résigner à bosser, et puis à apprendre un tas de trucs. Bon. Ensuite, il faut apprendre le fonctionnement de l'administration. Qu'est-ce que c'est qu'un cabinet ministériel? Vous connaissiez un petit peu, non, j'imagine, en étant à Paris, rien. Non. Avocat, non? Non, je ne savais pas ce qu'était... oui, je savais que ça existait, mais... Oui, de l'intérieur, c'est pas la même chose. De l'intérieur... ensuite, vous découvrez les administrations, dont vous devenez le patron. Comment les appréhender? Quel type de rapport vous allez entreprendre, envisager avec elles, ces administrations, qui pour beaucoup d'entre elles n'ont qu'une envie, c'est de voir le prochain ministre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Donc il faut s'apprivoiser. D'abord se renifler, se regarder, puis s'apprivoiser. Bon, ça prend du temps. Puis ensuite, il y a tout ce qui est découverte. D'un monde qui n'était pas le mien, le Parlement, le Conseil des ministres, la transparence, là, dont je viens de vous parler, la haute autorité, etc. Tout ça, c'est autant de choses que vous ne pouvez pas imaginer quand vous n'êtes pas ministre. Et puis ensuite, il y a à proprement parler le travail, évidemment. Les décrets qu'il faut préparer, les textes que vous allez porter au Parlement, les réponses que vous allez fournir aux parlementaires qui vont vous interroger
dans ce qu'on appelle les fameuses QAG, questions gouvernement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Oui. Oui. Pour de vrai, quoi. Ah, pour de vrai. Et vous avez vraiment les manettes? Oui. Oui. Je pense à des affaires très graves. Votre pire journée en tant que ministre, sans parler, c'est l'évasion de Mohamed Amra. C'est surtout le fait, je découvre sur un bandeau de chaîne d'info continue ce drame absolu. Il vient juste de se produire, tout juste. Il y a des agents pénitentiaires qui ont été tués à un péage pour l'évasion. Ouais, et blessés. Et blessés. Tués et blessés, gravement d'ailleurs. Et là, j'appelle immédiatement l'administration pénitentiaire tout de suite. Et je dis, est-ce que vous avez prévenu les familles? Et les familles n'ont pas toutes été prévenues. Elles n'ont pas été prévenues d'ailleurs. Donc là, on prend les voitures, on file, toute sirène hurlante, dans les locaux de l'administration pénitentiaire. Et je dis à tout le monde, il faut qu'on mette en place des cellules pour aller prévenir les familles. Enfin, il ne faut quand même pas voir que l'un des leurs s'est fait tuer. Puis d'ailleurs, il n'y a pas les noms des agents. Donc ils ne savent même pas si c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est un truc affreux. Bon. Et moi, j'ai le nom des tués, évidemment. Et je vais appeler le père d'un de ces hommes qui est mort. Et c'est moi qui vais lui annoncer c'est vous qui avez fait ça. Ouais. Et vous comprenez que c'est le jour le plus dur, le plus noir de ma vie de ministre. Ah ouais. Et ça n'est pas terminé ce jour-là, parce que on va filer immédiatement pour rencontrer les familles. Ah, vous y allez? Ouais, bien sûr, qui ont été prévenus, mais les voir. C'est la place du ministre. Là, je vais rencontrer les collègues, et les enfants, et les épouses de ceux qui ont été tués. Et c'est les pères de famille. Oh, bien sûr, ouais. Non, c'est très, très, très douloureux, ça. Ouais. Vous avez des enfants? Oui. Donc vous projetez, j'imagine, quand vous vivez un truc comme ça? Bah ouais, évidemment. Forcément. Vous étiez sur la traque après? Vous pouviez avoir des infos avant les autres pour Alors, vous étiez plus investi, enfin pas plus investi, mais plus touché? J'ai été... bon, d'abord, moi j'ai quitté le ministère de la Justice en septembre 2024, et Amran était toujours pas arrêté. Hein. Mais j'ai été tenu informé. Quand même, pour savoir où ça en était, oui. Ouais. C'était une victoire, savoir qu'il était localisé, etc. Écoutez, c'était pour tout le monde un soulagement, quoi. Vous pouvez pas imaginer, mais on savait, tous les professionnels, les policiers, les magistrats savaient qu'ils finiraient par se faire arrêter. Vous savez, il y a peu de gens qui réussissent une cavale. Hein. Bon, il avait quand même du monde sur le dos, hein. Et il était recherché, évidemment, et puis les policiers, les forces de l'ordre ont fait un boulot exceptionnel. Bon. Donc on savait. La seule question, c'était quand. Et oui, c'était un soulagement, évidemment. Il fallait taper tous les mecs qui avaient en même temps, c'était ça le sujet. Oui, bien sûr. C'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier en tant que ministre, durant vos 4 ans là-bas? Les choses dont je suis plus fier. Les choses. Mais il y a toujours un truc où on se dit, non, là, vraiment... Non, mais il y en a beaucoup. Écoutez, on n'a jamais embauché autant de magistrats, de greffiers, de contractuels que pendant la période où j'étais ministre, en réalité. Et tout ça, évidemment, avec l'aval et même l'impulsion du président de la République. Ça, j'en suis fier. On a mis en place la loi sur le changement de nom, qui permet à une femme qui porte le nom de son père, certes, mais qui porte aussi parfois, hélas, le nom de son père, qui a été son violeur, de changer de nom. Je suis fier de ça. Le contrat du détenu travailleur, la restauration du secret professionnel des avocats qui avait été mise à mal, la réduction de durée de l'enquête préliminaire, la mise en place des chiens d'assistance judiciaire pour aider les petits-enfants à dire les choses quand ils ont été victimes d'inceste, par exemple. Vous savez, faites rentrer les chiens. Moi, il y a des juges d'instruction qui m'ont dit, mais on peut plus travailler sans ça. Ce sont des chiens qui sont dressés. Ça les fait parler plus facilement. Ouais, exactement. Ça les détend. C'est une espèce de doudou tout chaud, là, et puis les petits, ils libèrent, et ils disent des choses qu'ils n'ont jamais osé dire. Bon, ça, par exemple, la possibilité d'indemniser les homosexuels qui ont été condamnés avant l'abrogation du délit d'homosexualité. Je suis fier de ça.
l'avortement dans notre Constitution. Et dites-moi, on est le premier pays au monde à l'avoir fait. Ça, c'est le président de la République qui l'a voulu. La création des points justice, souvent dans les maisons France Service. Dans les points justice, c'est des lieux où les compatriotes les plus défavorisés vont chercher des conseils. Ça leur donne accès à l'informatique, par exemple. Ça leur donne accès à une simplification administrative. On a fait ça pour les gens. La réouverture de tribunaux qui avait été supprimée pour permettre aux gens d'avoir un accès facilité à la justice. Bon, et un certain nombre de mesures de cet ordre-là. Et puis toutes les mesures qui ont été prises en faveur des victimes. Je pense en particulier au texte faisant interdiction désormais à un type de dire que un enfant de 15 ans était consentant, ce qui était le cas. Il y avait même eu des décisions d'acquittement prononcées à une certaine époque, alors qu'il s'agissait, je pense à une en particulier qui m'avait beaucoup choqué, d'une enfant de 12 ans. De 12 ans. Ça, c'est interdit aujourd'hui. Bon, la mise en place des bracelets anti-rapprochement, des téléphones grave danger, des ordonnances d'éloignement. Donc vous voyez, quand vous me dites une mesure dont vous êtes fier, franchement... Il y en a beaucoup. Il y en a eu pas mal. Vous m'écartelez, là, et je suis obligé, là, comme ça, et j'en oublie sans doute, parce que je suis pas venu ici pour vous faire la liste de toutes les mesures qui ont été prises. La justice amiable. Un jour, on me dit, aux Pays-Bas, on règle les litiges qui sont 2 fois plus nombreux en 2 fois moins de temps. Qu'est-ce que je fais? J'embarque une équipe de magistrats, je m'en vais là-bas, et là, je découvre que la justice amiable permet effectivement de gagner du temps. Et ce que les gens reprochent à la justice civile, en particulier, c'est qu'elle est trop lente. Puis après, on me dit, au Canada, c'est la même chose. Je vais au Canada, au Québec, et là, j'ai même plus la barrière de la langue, et je découvre avec des magistrats, des avocats, etc., qui nous reçoivent fantastiquement, à quel point la justice amiable, c'est important. Je reviens en France, et je prends des décrets pour mettre en place la justice amiable. Ben, ça, c'est des choses, excusez-moi, dont je suis plutôt fier. Voilà. Et qui, pour certaines d'entre elles, sont d'ores et déjà passées à la trappe de l'oubli. Non pas que les mesures ne subsistent pas, elles vous survivent, mais plus personne ne sait qui les a prises. Qui les a fait, en fait. Ouais, mais ça, c'est l'injustice. C'est pas comme une loi qui porte un nom. Ah ouais, mais ça, c'est l'injustice du monde politique, c'est comme ça. Après, c'est pas, vous faites pas ça pour ça, mais oui, effectivement. Non, j'entends bien, mais vous êtes quand même, ça c'est le petit volet narcissico-égotique, être quand même ravi qu'on se souvienne que ces mesures-là, c'était le garde des Sceaux qui les a prises. Si je vous dis le contraire, une fois encore, je vous raconte des histoires. Vous avez une grosse équipe de sécurité, quand vous étiez ministre de la Justice, oui. Oui, bien sûr, comme tous les régaliens. Alors, bien sûr, et des types avec lesquels je suis resté plus de 4 ans, grands professionnels, extrêmement discrets, très diplomates, le tout c'était de vous surveiller pour qu'il ne vous arrive rien, mais pas de façon trop visible. Bon, sympa, super sympa, mais très présent, jusque devant la porte des toilettes quand même. Hein. Ouais. Bon. Pas le choix. Pas le choix. Vous avez eu peur à un moment donné pour vous? Est-ce que c'est... Non. Enfin, c'est comme un jet de sauvetage, il faut mieux pas que ça soit utile d'ailleurs. Non, d'abord parce que je savais qu'ils étaient efficaces, c'est des grands flics. Non, j'ai pas eu peur. Et puis, franchement, il n'y a pas eu de situation dans lesquelles... j'ai eu un type vaguement un jour qui, à 100 mètres, a sorti un couteau, il a été interpellé, je vous le dis, immédiatement. Je sais même pas s'il aurait été au bout de je ne sais quoi d'ailleurs, mais enfin... Pas rassurant quand même, ça. Non, pas rassurant, mais pas non plus... pas non plus de quoi vous enfermer dans une dépression lourde. C'est un type qui a gueulé, il a sorti un couteau, il a été appréhendé tout de suite, c'était pas une menace. En revanche, j'ai reçu un certain nombre de courriers. Les auteurs ont oublié de signer, dites-moi, c'est assez dingue, et parfois accompagnés de quelques balles de revolver. Ah, c'est arrivé, ça? Ah bah oui, ça fait. Vous ne médiatisez pas, ça, quand c'est arrivé? Non, mais non. Mais non. Il faut pas que ça prenne des proportions... Voilà. Vous avez ça dans votre courrier, vous transmettez à vos officiers de sécurité, ils regardent s'il n'y a pas une petite empreinte digitale, s'il n'y a pas un petit truc. Là, en l'occurrence, on n'a pas trouvé. Voilà. Bon.
On a le temps d'avoir une vie privée quand on est ministre de la Justice, ou c'est quasi impossible de voir des copains, de faire des apéros, d'avoir des moments quand même... Avant de me parler des copains, moi je voudrais vous dire, ma compagne est québécoise, bon... c'est Isabelle Boulay, ça, vous êtes... Isabelle Boulay, la chanteuse. La chanteuse, on se voyait très, très, très régulièrement. Quand j'étais avocat, des fois le vendredi soir, je prenais un billet d'avion et puis j'allais à Montréal. Bon, quand vous êtes ministre, c'était terminé. C'était fini, ouais. Enfin, on ne peut pas continuer à ce rythme-là. Fini. Nous savions que ça changerait considérablement notre vie. Bon. Donc c'est Isabelle qui a fait l'effort de venir. Moi, je ne pouvais plus. Bon, en même temps, elle a eu la grande délicatesse de me laisser vivre ma vie. De ne pas vous brider à ce moment-là. Oui, bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est assez drôle, mais petit clin d'œil du destin. J'ai été nommé ministre le jour de son anniversaire. Voilà. Mais on savait que ça changerait. Le 6 juillet. Ouais. On savait que ça changerait notre vie, ouais. Et ça l'a changé. Mais en ce sens qu'on s'est vu un peu moins, mais voilà. On s'est rattrapé depuis. Comment vous allez apprendre que c'est terminé, votre mandat de ministre ? On va être c'est le 21 septembre. D'abord, moi, j'ai porté un texte qui est une loi de programmation justice avec des budgets... de 60% de plus, je crois. Oui, au total, oui. Ça, c'est sous Emmanuel Macron. Hein. Les 60%, il y a eu Nicole Belloubet avant moi qui a déjà commencé à augmenter un peu à obtenir des augmentations budgétaires. Moi, je ne suis pas certain à ce moment-là que je tiendrai ma parole et mes engagements auprès de mon écosystème, les magistrats, les greffiers, les agents pénitentiaires, etc., etc. Et je dis au président de la République que dans ces conditions, je ne souhaite pas rester. Je ne veux pas raconter des histoires et mentir à ceux à qui j'ai fait un certain nombre de promesses. Donc je sais que ma vie ministérielle va s'arrêter. Ça vous a peiné de partir quand même? Oui. Est-ce qu'on s'attache quand même? Oui. Je vais vous dire, c'est un mélange de sentiments, comme souvent. Ouais. Vous dites dans votre livre, page 10, c'est une partie de moi-même que j'ai abandonnée place Vendôme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais d'abord, il y a les textes que vous avez préparés que vous ne porterez pas. Donc, vous êtes le père biologique, mais la paternité sera endossée par vos successeurs. Le texte sur le narcotrafic, par exemple. Le statut du repenti, que je veux repenser, parce qu'il est inefficace dans notre pays, et je vais chercher ça en Italie, évidemment, parce qu'ils ont une telle habitude de la mafia, hélas pour eux, mais enfin, ils savent faire. Ce texte-là, il est prêt, quand je m'en vais. Je sais que je le porterai pas. Bon. Après, vous avez, dans ces sentiments-là qui se mélangent, la peine de ne plus voir des gens qui ont été à votre service pendant plus de 4 ans, et qui sont sympas, et auxquels vous êtes attachés. Et je pense que c'est réciproque, parce que quand je suis parti, j'en ai vu quelques-uns qui avaient la larme à l'œil. Et moi-même, d'ailleurs, il a fallu que je me tienne hein, pour pas me laisser aller. Bon. Ouais. Non, mais c'est pas simple. Vous quittez des gens qui ont été votre quotidien pendant 4 ans, dites-moi. Ah, c'est long. Du lever au coucher. C'est long, et puis voilà, et puis c'est des gens extraordinaires. Et puis l'autre sentiment, c'est chouette, je retrouve ma liberté. Ça va pas rien non plus. Il y avait un petit côté quand même content de revivre et de se déplacer comme on non, veut. mais écoutez, si je dis c'est vachement dur, il y a forcément des gens qui vont dire mais de quoi il se plaint ils sont là en train de se goberger sous les ordres de la République, ils sont formidablement payés, ok. Mais en même temps, c'est très difficile. Il y a plein de choses qui sont difficiles. À commencer par le travail que vous devez réaliser. Vous le devez à la République, qui vous honore de ce poste ministériel. Bon, c'est dur. Et puis, vous ne maîtrisez rien en termes d'agenda. Bon, aujourd'hui, vous voyez, je suis sur scène, j'ai écrit un bouquin, j'ai monté une boîte de conseils, je bosse beaucoup. Mais l'agenda, c'est moi qui le fais. Et ça change beaucoup de choses, vous voyez ? Beaucoup de choses. Là, vous découvrez la veille pour le lendemain ce que vous allez faire.
Alors, il y a vous des dit, exercices... demain c'est Bordeaux, on part à une Ah ouais, et c'est inauguration. exactement ça. C'est ça. Sauf les rendez-vous imposés. Le Parlement une fois par semaine, l'Assemblée nationale, le Sénat, pour les QAG, questions au gouvernement, le Conseil des ministres, pour ça c'est des exercices qui sont imposés. Mais le reste, vous découvrez la veille pour le lendemain que vous allez aller à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, que vous allez visiter un établissement pénitentiaire. Ouais. C'est la roue du hamster, en fait, vous arrêtez jamais. Ça n'arrête jamais, jamais, jamais. Qu'est-ce que ça a changé chez vous d'être ministre, d'avoir été ministre? D'abord, je suis un citoyen qui râle moins. Parce que, comme tout un chacun, je me suis revu, quand j'étais ministre, râler. Oui, d'abord, le fait de râler, c'est ce qui fait de nous des Français. On est des régicides, on adore gueuler, on est content de rien. Il faut des fois qu'on aille à l'étranger pour se rendre compte que... On n'est pas si mal, ouais. Pas si mal que ça, bon. Pas pour ça que tout va bien, mais on n'est pas si mal. Non mais ouais, vous prenez par exemple la gestion conduite par Emmanuel Macron pendant la Covid, et vous vous rendez compte que d'abord, à l'époque, personne ne l'a critiqué, bien au contraire. Je pense aux prêts garantis, je pense au chômage partiel, je pense aux tests gratuits, je pense aux vaccins gratuits. Et aujourd'hui, on a un flot de critiques qui s'abat sur la politique qui a été la sienne. J'ai notamment entendu un journaliste dire oui, enfin, c'était pas le quoi qu'il en coûte, c'était le n'importe quoi qu'il en coûte. Mais à l'époque, il n'y avait pas une voix pour dire il faut pas faire comme ça. Ça, vous voyez, c'est compliqué quand même à vivre. Et vous découvrez, quand vous êtes dedans, que parfois on a tendance à faire ce qu'on fait sur beaucoup de plateaux de chaînes d'information continue, ou pire, d'opinion continue. Il n'y a qu'à Faucon faudrait. Vous vous rendez compte que c'est pas si facile quand vous êtes ministre? Non, évidemment que non. Moi, je suis arrivé avec un certain nombre d'idées, par exemple. D'a priori, vous voulez dire aussi de... Non, d'idées, de trucs à mettre en place, et j'ai dû y renoncer. Soit qu'un collègue me disait, mais là, attends, c'est pas possible parce que on peut pas le financer. Un autre me disait, mais non, c'est pas possible pour telle autre raison. C'est un travail d'équipe. Donc, vous êtes plus à l'aise quand vous râlez tout seul dans votre bagnole que quand vous êtes au Conseil des ministres et que vous avez les autres qui jouent leur partition. Ça, il faut l'entendre. Donc, ça complexifie les choses. Et rien n'est simple. Rien n'est simple. Ces deux enfants, ils ont 33 et 30 ans aujourd'hui. Est-ce que vous avez raté des moments et que c'était votre vie, le boulot, entre le boulot de ministre? Est-ce qu'il y a des anniversaires que vous avez ratés en tant que ministre parce que vous ne pouviez pas et puis... En tant que ministre, peut-être pas, et puis ils étaient déjà... Grands, ouais. Grands, mais en tant qu'avocat, c'est sûr, ouais. Bien sûr. Bien sûr. D'autant que moi, je me suis énormément déplacé. Vous savez, à un moment, ma vie, c'était... mon dressing, c'était le coffre de ma bagnole. Hein. Bon. En tant qu'avocat, parce que vous avez de tribunal en tribunal. Des dizaines de milliers de kilomètres par an. Donc oui, j'ai forcément loupé des moments, oui. Votre spectacle s'appelle J'ai dit oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on y trouve? Vous racontez comment ça se passe? Alors... Qu'est-ce qu'on vient y voir? On y trouve plein de choses. D'abord... Vous parlez de votre expérience au ministère, hein, quand on dit D'abord sur la forme. Des moments de gravité, des moments sérieux. Et j'analyse par exemple pourquoi il y a une détestation qui s'exprime de plus en plus de la part de mes compatriotes à l'encontre de la classe politique. Pourquoi? Et je fais toute une analyse parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'en déduis que les gouvernés ne supportent pas le mensonge, mais qui ne supportent pas non plus la vérité, par exemple. Il y a tout un développement que je fais. Je ne peux pas vous faire en 2 minutes. Hein. Donc il y a des moments de gravité. Et puis il y a des moments d'autodérision, vraiment, parce que je pense que l'humour est l'expression ultime du désespoir attendu, mais c'est aussi un vecteur merveilleux pour faire passer des idées. Puis je raconte à des gens qui ne sont pas forcément censés le savoir, ce que c'est que la vie de ministre. La découverte du Parlement, de la haute autorité, du Conseil des ministres, etc., etc. Je raconte ce qui a été mon expérience. Et c'est à la fois... Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui sortent de là se disent... D'abord, on a passé un moment agréable,
Ça, c'est peut-être le côté autodérision. Il y a des moments où on se marre pas mal, je trouve. Mais aussi, on a appris beaucoup de choses. Et le fait de, comment dirais-je, de réhabiliter la politique me paraît extrêmement important. Et puis, je viens aussi sur les chaînes d'opinion continue, parce que je trouve que... Chaîne d'opinion, c'est chaîne d'info, c'est chaîne d'opinion. C'est news essentiellement, oui. D'accord. La presse Bolloré. Parce que, à force de dire que on a toutes les solutions clés en main, ce que disent un certain nombre de présentateurs vedettes, au fond, vous dites plusieurs choses. Vous dites, mais pourquoi ils se proposent pas pour venir au gouvernement, puisqu'ils ont les solutions clés en main? Ça ferait du bien à tout le monde. Mais les solutions qui sont proposées sont souvent simplistes. Et puis surtout, ça instille dans l'idée des plus fragiles de nos compatriotes l'idée que les solutions existent et que ces cons de politique ne veulent pas les mettre en œuvre. Vous comprenez? Et ça, c'est délétère pour la démocratie. Mais on les a, les solutions, puisque moi, présentateur vedette 2, je dis que, et que, il suffit de faire que, les IACA, faudrait. Il y en a plein, et de plus en plus. Et donc les gens, ils se disent, mais pourquoi les politiques, ils mettent pas ça en œuvre? Ça nous arrangerait la situation. Parce que ce sont des solutions simplistes. On y a forcément pensé, nous aussi. Et ça crée une distance entre les politiques et ceux qui les gouvernent. Il y a aussi, par exemple, dans ces choses qui distendent nos liens, le temps politique qui n'est pas le temps médiatique. Quand un ministre dit « voilà ce que je souhaite mettre en œuvre », il faut le temps de la mise en œuvre. Ah, dans une dictature, ça va vachement vite, mais dans une démocratie, il faut du temps. Et ce temps-là est un temps de frustration. Et plus la mesure que vous annoncez est attendue, et plus elle est consensuelle, et plus ce temps-là est incompris par beaucoup de nos compatriotes. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ça prend tant de temps? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Parce que les choses sont pas aussi simples que ça, et que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Voilà un certain nombre de choses que j'essaie de partager avec ceux qui me font l'honneur de venir me voir. Et c'est plein, je crois, ou quasiment. Oui, c'est plein. On peut trouver parfois une place. Oui. Mais sinon, c'est plein. Je mettrai le lien si vous voulez regarder, mais... J'ai cette chance. Vous avez cette chance de remplir des salles encore souvent. Oui. Pourquoi ça marche assez bien, d'après vous? Je sais rien, moi, il faut demander aux gens qui viennent. Parce que peut-être ils ont une curiosité, ils veulent savoir peut-être ce que c'est qu'être ministre, la façon dont je vais l'exprimer. Ils pensent, et puis ils ont raison que je vais le faire avec beaucoup de liberté. On a parlé de pas mal d'anecdotes qu'il y a dans le livre, il y en a évidemment beaucoup plus, on n'a pas eu le temps de tout aborder. Il s'appelle Juré craché, c'est chez Michel Lafon, ce que j'ai vu, ce que j'ai combattu, ce que j'ai défendu. Juré craché avec Marc-Olivier Fogiel ici, qu'on embrasse, qui lui pose des questions et qui vous pose des questions au fur et à mesure. En tout cas, voilà, je vous mets le lien dans la description si vous voulez le retrouver, dans la description de la vidéo YouTube et dans la description des podcasts audio directement. Vous dites que vous êtes fan de... C'est important de parler de perso, on n'a pas beaucoup parlé, vous avez des passions, vous aimez un peu la chasse, vous le dites, vous, pas beaucoup de gens le disent dans les médias aujourd'hui. J'ai toujours aimé la chasse, et puis il n'y a pas de raison que je ne le revendique pas. Vous aimez la chasse au vol? Qu'est-ce que c'est que la chasse au vol? La chasse au vol, c'est le fait de chasser à l'aide et avec un faucon. Voilà. Que vous portez sur le poing, que vous allez déchaperonner, parce qu'on lui met une espèce de petit casque pour qu'il se tienne tranquille, et puis il vole librement. Ce qui est très beau, c'est que il va sans doute revenir, mais qu'il peut ne pas revenir. Ça crée un petit stress. Il peut partir. Ah ouais, évidemment. Ça arrive? Ah ouais, bien sûr. On dit qu'il dérobe ses sonnettes, oui, parce qu'ils ont des sonnettes pour qu'on puisse les entendre. Et on dit que le faucon dérobe ses sonnettes quand il décide de pas revenir. Et ça arrive qu'on perde son faucon. Donc ça, c'est le petit stress. Et puis c'est très très beau, c'est très pur. C'est très écolo aussi, d'ailleurs, pour dire les choses. Parce que quand vous avez fait une prise, en général, on arrête. Il attrape quoi comme... Des oiseaux, du faisan, du canard, du perdreau. Et moi, je pratique ça depuis maintenant de nombreuses années. Vous en avez? Oui, j'en ai, oui. Des faucons, oui. Oui. Et vous êtes un défenseur de la corrida. Oui. Vous aimez la corrida? Vous y allez régulièrement? Oui. Oui, je suis allé récemment à Béziers. Oui, j'aime la corrida. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît quand vous voyez une corrida? C'est tellement complexe d'expliquer. D'abord, la corrida est un art. Ensuite, c'est un art paradoxal parce que vous avez un torero
avec des petits bas roses et des ballerines. On a reçu un torero ici, Adrien Salin. Ouais, je connais. On l'a reçu au début du média, ouais. Pour comprendre. Je l'ai vu torer. Donc vous avez ce côté un peu androgyne du torero qui va affronter un fauve de 450 kilos. Il faut avoir le courage d'y aller. Et ensuite, il y a toute une symbolique de la mort autour de ça. Je comprends qu'on puisse détester la corrida et moi, je ne forcerai jamais quelqu'un à assister à un spectacle de corrida. Ma compagne, par exemple, ne m'a jamais accompagné pour voir la corrida. Bon. Ce qui ne l'a pas empêché de recevoir des injures, puisque j'aime la corrida. Pour vous, oui. Ouais, vous savez, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui n'est pas toujours d'une grande finesse. Hein. Dire les trucs, elle a reçu des photos de taureaux morts, elle se dit, mais pourquoi il m'a envoyé ça? C'est pas. Bon. Bref, moi, je ne vous contraindrai jamais à m'accompagner. Mais ne m'empêchez pas d'y aller. La corrida, c'est pour moi d'abord une liberté. Après, on peut discuter, vous pouvez dire que je suis un tortionnaire. Monsieur Émeric Caron, il compare la corrida à l'excision. Moi, pardon, mais j'ai beaucoup de mal avec cette comparaison, voyez-vous. L'excision, c'est le fait de couper le clitoris de femmes. Oui, bien sûr. Enfin, leurs génitaux dans certains pays c'est ça, d'Afrique. d'amputer une femme, bien sûr. C'est une mutilation, pour dire les choses. Bien sûr. Donc il raconte ça, puis si j'avais le choix entre, pardon, mais être un bœuf destiné à la consommation de viande et être un taureau andalou qui vit un peu plus de 4 ans en liberté, je choisirais d'être un taureau de combat andalou. Bon, après, je comprends que ce soit difficile de convaincre. Et puis, le fait d'aimer ou pas la corrida, ça dépend aussi du premier spectacle auquel vous avez assisté. Il y a des gens qui sont allés assister à la corrida, ils ont trouvé ça tellement pas bien, tellement compliqué, la mise à mort, etc., qui sortent de là totalement écœurés. Et moi, j'ai eu la chance dans ma vie, j'étais tout jeune, de voir de grands toreros, et ça m'a beaucoup impressionné, et j'aime la corrida. Et si vos téléspectateurs, parce que je vois que vos spectateurs... Se parlent. Ouais, non, mais je vois que vous les interpellez. S'ils veulent aller voir, par exemple, Léa Vincenz, qui est une torera à cheval, il tape son Torera, nom. torero, torera. Torera, c'est une dame, c'est une femme, qui torait à cheval. Eh ben, ils vont regarder quelques instants ce qu'elle fait dans le spectacle taurin. Et vous me direz ce qu'ils en pensent, là, si vous avez des retours. Parce que ça a inspiré Hemingway, ça a inspiré Picasso, c'est pas un hasard. Goya, évidemment, et tant d'autres. Donc résumer l'amateur de corrida et dire de lui qu'il est une espèce de tortionnaire qui... bon, voilà, tout cela est caricatural. Et tout cela, comme notre époque d'ailleurs, manque, une fois encore... De nuances. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement, ouais. Dans votre vie, pour terminer, je voulais parler de votre santé mentale. Que je ne remets pas en question. Vous me rassurez. Je vais mettre un peu de nuance dans la phrase. D'accord, oui. Oui, c'est indispensable. Quand vous vivez des affaires, vous suivez des choses, j'imagine parfois vous voyez des photos pour les procès, machin. Est-ce que vous faites suivre par un psy quand vous vivez des affaires difficiles pour tenir le choc, pour pas faire de cauchemar? Quand j'étais avocat. Vous étiez avocat, oui. Alors, je pense que ma santé mentale ne mérite pas que je consulte. Enfin, du moins, j'ai la faiblesse de le penser. En revanche, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est important. Quand vous êtes avocat pénaliste, moi j'ai commencé, j'avais 23 ans. Je peux vous dire qu'à 25 ans, je ne me faisais plus aucune illusion sur ce qu'est notre humanité. Parce que vous côtoyez à la fois le meilleur et le pire. Il y avait une formule de Vergès que j'aimais beaucoup. Il disait, quand un chien agresse une vieille dame, on ne dit pas de lui qu'il est inhumain, et l'inhumanité n'appartient qu'à l'humain. Et c'est tellement vrai. Donc vous êtes très vite défrisé quand vous êtes jeune avocat et vous perdez beaucoup de vos illusions. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce que ça va jusqu'au déséquilibre mental que vous suggérez dans ça peut arriver. Dans votre question perverse? Je ne sais pas. Mais je crois pas.
Vous dites, on ne s'expose pas, dernière phrase du livre, vous dites, on ne s'expose pas publiquement par hasard. Si on le fait, c'est qu'on a besoin d'une forme de reconnaissance. Bah, évidemment. Enfin. Pourquoi vous avez eu ce besoin de reconnaissance, vous? Bah, parce que j'avais dit dans un précédent spectacle que j'avais choisi l'expression orale pour plaire aux filles. Parce que, voilà. C'est très primaire, finalement. C'est très basique. C'est vrai. Non, mais il n'y a pas un mec, pardon, pas inverser les rôles. Hein. Encore que j'aime bien la façon bienveillante dont vous interrogez sans concession ceux qui sont en face de vous de ce que je savais et de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Parce que la bienveillance ne peut pas être confondue avec la complaisance. Ce que certains journalistes oublient. Oui. Je ferme cette parenthèse. Et j'en reviens à mes moutons. La réalité, c'est que tous ceux qui choisissent un métier d'expression publique ont envie de séduire. Voilà. Le type, il peut ou présenter le journal télévisé ou écrire des articles dans un journal papier. S'il va s'exposer publiquement, c'est que il a envie qu'on l'aime. Pour la scène, c'est ça, exactement. Toute l'expression publique, c'est comme ça. Et moi, j'ai eu le sentiment assez tôt que la façon de m'extraire de mon milieu, de progresser socialement, de séduire, c'était l'expression orale. Il fallait bien qu'il me reste quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, là? Spectacle, livre, ministre, avocat? La passion, je vais vous dire un truc, mais c'est un vrai truc, c'est pas un truc bateau, c'est vrai de vrai. Moi, j'ai la chance d'être passionné. J'étais passionné par le métier d'avocat. J'étais passionné par le métier de ministre. Quand je suis sur scène, je kiffe ma race. Non, je m'autorise cette... Non, mais c'est pour le public jeune. Oh, putain, c'est un boomer. Parce qu'on fait le procès des boomers, là, en ce moment. Ils ont pillé la planète, ils ont roulé en diesel, ils n'ont pas respecté les femmes. Ils ont vendu leur voiture, non, ils ont vendu leur maison, acheté 3 sneakers et 2... Attends, je sais plus, je vois des trucs, c'est hyper marrant. Non. Parfois, il y a des très beaux... Oui, très beaux c'est hyper marrant. Mais des fois... il y a des bonnes vannes. Oui, forcément, il y a des bonnes vannes. Oui. Des fois, c'est un peu... Oui, c'est un procès. C'est pushy. Voilà. Parce que, en réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, toutes les générations l'ont vécu avant la nôtre. Hein. Ceux qui aimaient Yves Torner n'ont pas apprécié tout de suite Elvis Presley. Il y a toujours un gars. Oui, les générations du dessus, Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, moi, des fois, je maudis l'époque dans laquelle je vis. Et puis après, je me rassure, je me dis quand même, merde. Pour penser à 2-3 guerres qui sont passées. On est mieux qu'en 42, non? Ouais. Bon, après, voilà. Et puis les jeunes d'aujourd'hui, là, ils vont prendre de la bouteille aussi. Ils comprendront les conneries que je raconte à cet instant dans... Exactement. Plus tard. Ça, on s'en rend compte plus tard. Voilà. C'est la roue qui tourne, ça. On parlait de roue du hamster, mais ça, c'est une autre roue qui tourne, mais... Voilà. Et c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, moi, dans mon cabinet ministériel, j'ai pris que des jeunes. Pratiquement que des jeunes. Parce que je voulais pas perdre le contact. Parce que je voulais comprendre un certain nombre de trucs dans un monde qui, parfois, dont les codes m'échappent. Ça va vite, hein. Oh, putain. On peut dire putain, là? Oui, on peut tout dire. Là, c'est sorti. On peut tout dire, ouais. Bon, okay. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir. Salut. Merci beaucoup. Je vous mettrai donc tous les liens, on en a parlé tout à l'heure, dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de nous suivre. C'est agréable de pouvoir parler longtemps aussi, hein, de pouvoir bien expliquer les choses. Ça, c'est génial. Mais quand vous faites une matinale le matin, vous voyez, qui dure... très timé en radio. 10 minutes. Il y a des pubs, des musiques. Mais le temps de rien. Non, mais vous n'expliquez rien, en réalité. Vous n'avez pas le temps. Vous pouvez juste dire des conneries et être repris sur les réseaux sociaux. Oui, il faut une belle punchline. C'est ça, les EDL, la communication, et on en crève de ça, quoi. C'est quoi les EDL? Les éléments de langage. Ah oui. Donc vous arrivez avec votre besace d'éléments de langage. C'est avec 2-3 punchlines. Des fois, d'ailleurs, vous n'arrivez même pas à les caser, alors là, c'est la cata. Mais non, mais c'est vrai que vous avez du mal. Il faut caler des phrases, on vous dit... Écoutez-moi, on a un mal de chien à expliquer, par exemple, quand on fait de la politique, ce que l'on a fait. C'est terrible. Ouais.
Et vous êtes bouffé par la rapidité des choses, l'instantanéité, l'information qui ne s'arrête jamais. Voilà, c'est compliqué ça, de s'arrêter un peu, de se poser. Le temps long. De souffler. Voilà, le temps long. Tout est dans le compassionnel aujourd'hui. Donc le compassionnel, ça interdit la réflexion. Et dans l'émotionnel aussi. Dans l'émotionnel, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, les amis, merci de faire de Légende le premier podcast de France, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Et merci d'être entre 150 et 200 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube. On vous voit arriver. Et puis merci beaucoup pour tout ça. N'hésitez pas à commenter l'émission, à la liker. Ça nous aide beaucoup sur l'algorithme. Et vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. Ça nous permet d'avoir des invités exceptionnels comme Eric aujourd'hui, qui a fait très plaisir de vous recevoir. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi, les amis. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Ciao tout le monde.